Parfois, la vie ne se contente pas de vous mettre à terre. Elle vous dépouille de tout ce que vous avez construit, vous laissant seul face aux souvenirs. C'est exactement ce qui arriva à Matteo Cruz, un père célibataire de 47 ans qui perdit presque tout, son emploi, son appartement, et, pendant un moment, sa foi en l'avenir. Avec pour seul bien ce qu'il pouvait entasser dans son vieux pick-up, il prit la route avec sa fille Luna, 10 ans à peine, direction la vieille maison de sa grand-mère défunte, au cœur du Nouveau-Mexique. Là-bas, dans la chaleur sèche du désert, se dressait encore la demeure de Doña Rosa, abandonnée depuis des années, rongée par le temps et les tempêtes de sable. Les murs se lézardaient, le toit laissait passer la lumière, et les pièces n'étaient plus que poussière et silence. Tout le monde disait que l'endroit était perdu, qu'il valait mieux le raser que d'essayer de le sauver. Mais Matteo, lui, vit autre chose. Quelque chose que les autres ne voyaient plus, une possibilité. Le retour au désert. Le soleil de l'après-midi baignait les collines d'une lueur dorée lorsque le pick-up de Matteo quitta la route principale pour s'engager sur un chemin de terre. Derrière eux, un nuage de poussière s'élevait comme une salutation du passé. Luna, assise à côté de lui, regardait par la fenêtre sans dire un mot, les bras croisés, le regard vide de celle qui a trop vu partir et trop peu revenir. Matteo jeta un coup d'œil vers elle, le cœur serré. Devant eux, la maison apparut enfin. Elle semblait plus petite qu'autrefois, comme si les années l'avaient rétrécie. Les murs d'adobe, jadis d'un ocre chaleureux, étaient devenus ternes, craquelés comme la peau du désert. Le porche s'affaissait, soutenu par des poutres penchées qui menaçaient de céder au prochain vent. « Papa, on ne peut pas vivre ici », murmura Luna. Matteo coupa le moteur, inspira profondément. « Je sais que ça n'a pas l'air facile », répondit-il, « mais c'est à nous. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. » Au loin, le petit bourg de Tiararoa s'étendait modestement, une poignée de maisons, un marché, une quincaillerie, une église. Rien d'autre que le désert, les montagnes bleutées à l'horizon et cette maison en ruine, remplie de souvenirs qu'il n'avait pas eu la force d'affronter depuis 5 ans depuis l'enterrement de sa grand-mère. L'esprit de Doña Rosa. La porte grinça longuement quand il la poussa, comme si la maison hésitait à les laisser entrer. L'air à l'intérieur était lourd, presque figé. Des filets de lumière traversaient les rideaux déchirés, illuminant la poussière suspendue comme une pluie d'or. Sous les draps gris qui recouvraient les meubles, Matteo devinait encore les formes du passé. Et soudain, il la revit Abuela Rosa debout près du vieux plan de travail, roulant des tortillas entre ses mains ridées. Il entendit son rire clair, ce rire qui, quand il était enfant, faisait disparaître toutes les peurs. « C'est ici que j'ai grandi », murmura-t-il. « Quand ma mère ne pouvait plus s'occuper de moi, Abuela m'a ramené ici. J'avais 7 ans. » Luna releva la tête, surprise. « Je ne savais pas. » Ils passèrent l'après-midi à explorer les lieux, à évaluer les dégâts. Dans la cuisine, le vieux four à gaz tenait encore debout. Les placards contenaient des assiettes enveloppées dans du papier journal jauni daté de 2019. Dans sa chambre d'enfance, Matteo trouva un petit crucifix suspendu au-dessus de la porte sculptée à la main par son grand-père. Il le prit entre ses doigts, le bois était lisse, poli par le temps et les prières oubliées. Luna apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une boîte en bois. « Je l'ai trouvée dans le garde-manger. » Matteo la reconnut aussitôt, la boîte à recettes de sa grand-mère. Il l'ouvrit avec précaution, comme on en trouve un coffre au trésor. À l'intérieur, des dizaines de fiches couvertes de sa fine écriture, pozole, tamal, calabacita, biscuits au maïs, toutes les saveurs de son enfance. Il en tira une au hasard. Green chili stew, ce que l'on prépare quand les temps sont durs et que les ventres sont vides. Ce plat nourrit le corps et le cœur. N'oublie jamais d'ajouter un peu d'amour en plus. Luna se pencha pour lire, fascinée. Elle a écrit des petits mots sur toutes les fiches. Matteo hocha la tête. Elle voulait qu'on se souvienne. Pas seulement des recettes, mais du pourquoi. Pourquoi on cuisine? Pourquoi on partage? Pourquoi on reste ensemble, même quand tout s'effondre? La première nuit. Au coucher du soleil, ils sortirent les sacs de couchage, une lanterne, et les quelques provisions sauvées du frigo de leur ancien appartement. L'électricité ne fonctionnait plus, l'eau non plus. Alors ils s'assirent sur le porche, regardant le ciel du désert s'enflammer de pourpre et d'or. C'est alors qu'un vieil homme apparut au loin, avançant lentement le long du chemin avec une canne. « Matteo » lança-t-il d'une voix éraillée. Matteo se leva, surpris. « Domingo »
Le vieil homme sourit de toutes ses dents manquantes et accéléra le pas. Je n'en crois pas mes yeux. Le fils de Rosa. Par tous les saints, je pensais ne plus jamais te revoir. Ils s'étreignirent, et Matteo sentit une chaleur familière revenir dans sa poitrine. Domingo avait été le voisin et ami de sa grand-mère toute sa vie. Il devait avoir plus de 80 ans, mais son regard brillait encore d'une malice vivante. « Voici ma fille, Luna, dit Matteo. » Domingo la fixa un moment, puis hocha la tête. Même regard que ta bisaïeule. Même courage dans les yeux. Luna rougit, surprise. Vous la connaissiez bien? Connaître Rosa? Fille, tout le village lui doit la vie. Quand la sécheresse a frappé, c'est elle qui partageait son eau. Quand les récoltes ont brûlé, c'est elle qui cuisinait pour tous. Ce lieu a commencé à mourir le jour où elle est partie. Son regard se posa sur la maison, mélancolique. Tu reviens pour de bon? Je vais essayer. Je veux la réparer, répondit Matteo. Domingo resta silencieux un long moment, puis posa une main ferme sur son épaule. Alors peut-être que le village respira de nouveau. Si tu as le sang de Rosa, tu dois avoir sa ténacité. Et avec un clin d'œil. Bienvenue chez toi, fils. Le souffle de la maison. Après son départ, la nuit tomba. Matteo et Luna déroulèrent leur sac de couchage dans la grande pièce. La lumière tremblotante de la lanterne dessinait sur les murs des ombres mouvantes, comme si les esprits du passé s'éveillaient doucement. « Papa, murmura Luna, tu crois vraiment qu'on peut y arriver ?» Matteo resta un moment silencieux. Il pensa à la boîte de recettes, au crucifix, au sourire de Domingo, à la voix de sa grand-mère lui racontant que tout se répare avec du travail et un peu d'amour. « Je ne sais pas, dit-il enfin. Mais on doit essayer. Cette maison m'a sauvé une fois. Peut-être qu'elle peut encore le faire. » Dehors, un vent chaud se leva, faisant frémir les vieux rideaux. Au loin, les coyotes entamèrent leur chant nocturne à un écho rauque, sauvage et pourtant réconfortant. Dans la lueur tremblante, Matteo sentit le passé se mêler au présent, un héritage de courage, de résilience, et d'amour transmis à travers les générations. Cette nuit-là, la maison respira à nouveau. Non pas parce que les murs tenaient debout, mais parce que deux âmes avaient choisi d'y croire encore. Et dans le désert endormi, au milieu du silence et du sable, une lumière invisible recommença à briller, celle d'une famille qui décidait de reconstruire, non seulement un toit, mais un espoir. Le journal de Rosa. Matteo s'éveilla au premier éclat du jour. La lumière filtrait à travers les fentes des rideaux, découpant la poussière en fines colonnes dorées. Son dos le faisait souffrir, le plancher n'était guère un lit de repos. Il s'étira lentement, les muscles raides, puis tourna la tête. Luna était déjà debout, assise en tailleur près de la fenêtre, son téléphone à la main, cherchant désespérément un signal qui n'existait pas. « Bonjour » souffla-t-il. « Pas de café » répondit-elle sans lever les yeux. « Et même pas de quoi en faire. »« Alors, on ira en ville. On achètera ce qu'il faut. » Il se redressa, la détermination revenant peu à peu avec la douleur. « Mais avant ça, voyons un peu ce qu'on a vraiment entre les mains. » Ils passèrent la matinée à explorer la vieille maison de fond en comble. Chaque pièce révélait un peu plus l'ampleur du désastre. Matteo, carnet en main, notait méthodiquement ce qui pouvait attendre, ce qui réclamait une urgence absolue, et surtout ce qui dépassait ses compétences. La liste s'allongeait, implacable, comme un inventaire des années d'abandon. Dans la petite chambre attenante à la cuisine, Luna tira sur une étagère renversée. Une porte de placard apparut derrière. « Papa, viens voir, il y a quelque chose, ici. » Sous un amas de couvertures rongées par les mites, elle découvrit un livre relié de cuir. La poussière s'envola en nuages lorsqu'elle le souleva. « C'est un journal, » murmura-t-elle, fascinée. Matteo sentit son cœur se serrer. Il reconnut immédiatement cette écriture, la main de sa grand-mère. Sur la première page, d'une encre brune presque effacée, étaient tracés les mots. Rosa Maria Herrera, mes pensées et mes jours, 1970. C'est bien elle, n'est-ce pas? Demanda Luna dans un souffle. Il acquiesça, incapable de parler. Ses doigts tremblaient lorsqu'il ouvrit au hasard une page. Les entrées étaient datées, certaines longues et détaillées, d'autres réduites à quelques lignes fragiles. Liant une, « Papa » dit Luna, s'asseyant sur le plancher poussiéreux. Matteo choisit une date au hasard, 15 juillet 1975. Sa voix se fit grave et lente.
Le puits s'est asséché aujourd'hui. J'ai essayé de ne pas pleurer devant les enfants. Antonio dit qu'il nous faudra peut-être partir chercher du travail en ville. Mais cette maison, c'est tout ce que nous avons. C'est ici que nous avons planté nos racines. Comment quitter l'unique endroit qui connaît notre nom? Ce soir, j'ai prié pour la pluie. Demain, j'apprendrai à creuser plus profond. Luna releva les yeux, émue. Et, est-ce qu'ils sont partis? Non, répondit Matteo doucement. Ils sont restés. Je me souviens d'Abuela Rosa racontant qu'ils ont ramené de l'eau du village pendant presque un an, jusqu'à ce que mon grand-père creuse un nouveau puits avec des voisins. Elle disait toujours, on n'abandonne jamais la maison quand la vie devient dure. Il feuilleta encore. Des décennies de vie défilaient sous ses doigts, naissance, deuil, récolte, tempête, joie minuscule et grande douleur. Rosa avait tout noté, transformant chaque jour ordinaire en une trace éternelle. Regarde, fit Luna, pointant une page jaunie de 1982. Matteo lut d'abord en silence, puis à voix haute. La banque a envoyé des papiers aujourd'hui. 3 mois de retard sur les impôts. Il pourrait saisir la maison. Je n'arrive pas à dormir. Ni à manger. Cette maison a abrité 3 générations. Comment dire aux enfants que nous risquons de tout perdre? Mais je ne le ferai pas. Je travaillerai chaque heure que Dieu m'accorde. Je vendrai tout ce qui n'est pas vital. Cette maison nous a sauvés. C'est à mon tour de la sauver. Et elle a réussi, demanda Luna, la voix tremblante. Oui, répondit Matteo en regardant autour de lui. Nous sommes debout dans sa victoire. Le silence qui suivit était chargé d'une émotion ancienne, presque sacrée. Matteo sentit quelque chose bouger en lui, la conscience que sa propre lutte n'était qu'un écho d'une bataille déjà gagnée autrefois. Sa grand-mère avait affronté la peur de perdre tout ce qu'elle aimait et elle avait tenu bon. Alors lui aussi pouvait le faire. On devrait aller en ville, dit-il en se levant. Acheter le nécessaire. Et peut-être trouver du travail. La route de Tiarararoa était restée la même que dans ses souvenirs d'enfant. La poussière rouge s'élevait derrière leurs camions, le soleil frappait les vitres, et les montagnes au loin semblaient veiller sur eux. La première halte fut la quincaillerie. L'odeur du bois et de l'huile de machine emplissait l'air. Derrière le comptoir, un vieil homme lisait un journal. « Je peux vous aider » demanda-t-il sans lever la tête. « Des produits de nettoyage, quelques outils si vous les louez. Je loge à la maison Herrera. » Celle de Rosa. Le nom fit lever un sourcil au vieil homme. « Cette baraque tient encore debout ?»« À peine, » admit Matteo. « Je suis son petit-fils, Matteo Cruz. Et voici ma fille, Luna. » Berto Ruiz, répondit-il en hochant la tête, sans tendre la main. « Vous comptez la retaper ?»« C'est le plan. » Berto émit un grognement dubitatif. « Cette maison est vide depuis presque 6 ans. Beaucoup ont parlé de la sauver. Peu l'ont fait. Parler, c'est facile. Je ne parle pas beaucoup, répliqua Matteo calmement. Je préfère agir. Vous connaissez quelqu'un qui cherche de la main-d'œuvre? Ranch, réparation, peu importe. Berto réfléchit, puis répondit lentement. Peut-être. Tito Vargas, au-delà de l'ancienne mission. Il a toujours besoin de bras à cette saison. Merci, dit Matteo, ramassant les quelques outils qu'il pouvait se permettre, balai, seau, chiffon, marteau, tournevis. Au moment de payer, Berto rompit enfin le silence. Rosa était une femme bien. Elle a aidé beaucoup de gens. Elle aurait honte de voir sa maison tomber en ruine. Matteo hocha la tête. C'est pour ça qu'on est là. Il faudra plus que de bonnes intentions, conclut le vieil homme en rendant la monnaie. Ils trouvèrent Tito Vargas en train de réparer une clôture sur un vaste terrain au nord. Matteo se présenta, parla brièvement du passé. L'homme l'observa longuement. Le petit-fils de Rosa, hein? Je me souviens de toi. Un gamin tout maigre, toujours collé à ta grand-mère. C'était moi, dit Matteo avec un sourire fatigué. Je connais le travail de ferme. Les clôtures, le bétail. Ça reviendra vite. Tito hésita, puis acquiesça. Je peux t'employer quelques jours par semaine. Ce n'est pas le Pérou, mais c'est régulier. Sois là demain à 6 heures. Si tu tiens parole, on s'entendra. Sur la route du retour, Matteo sentit une lueur renaître, le travail signifiait argent, l'argent matériau,
et les matériaux progrès. C'était le début, petit, fragile, mais réel. De retour à la maison, ils se mirent à déblayer la grande pièce. Meubles brisés, papiers jaunis, reliques oubliées et tout fini en tas dans la cour. Le soir venu, ils ouvrirent de nouveau le journal, lisant à la lueur d'une lampe torche. 3 août 1987. Aujourd'hui, Matteo m'a demandé pourquoi nous restons quand tout devient si difficile. Comment expliquer à un enfant que partir, c'est facile? Rester, lutter, persévérer, c'est là que réside la vraie force. Je lui ai dit qu'un jour, cette maison serait la sienne. Et qu'alors, il comprendrait ce que cela signifie d'avoir un endroit qui connaît ton nom. Luna leva lentement la tête. Elle savait, murmura-t-elle. D'une certaine manière, elle savait que tu aurais besoin de revenir. Matteo referma le journal contre sa poitrine. Demain, il commencerait à travailler chez Tito. Demain serait un autre pas vers la renaissance. Sa grand-mère avait sauvé cette maison une fois. C'était désormais à lui de recommencer. Les jours suivants s'enchaînèrent dans un rythme rude mais apaisant. Avant l'aube, Matteo partait pour le ranch. Le travail était harassant, réparer des clôtures sous le soleil, guider les troupeaux, manier la pelle, les bras lourds, les mains couvertes d'ampoules. Mais chaque soir, Tito lui tendait une enveloppe de billets. Ce maigre salaire suffisait à acheter quelques outils de plus, un peu de peinture, du bois neuf. Chaque pièce réparée était une promesse tenue envers Rosa. Pendant ce temps, Luna restait à la maison. Les premiers jours, elle traînait les pieds, persuadée que ce retour n'était qu'une parenthèse. Mais peu à peu, quelque chose changea. Elle prit des initiatives, décida seule quels meubles garder, quels débris jeter, comment réorganiser la cuisine. Le 5e jour, Matteo revint éreinté, le soleil couchant jetant une lueur rouge sur la façade. En entrant, il s'arrêta net. Luna se tenait sur une échelle, un pinceau à la main, dans la chambre de son arrière-grand-mère. La fenêtre ouverte laissait entrer l'air chaud du soir. Les murs, désormais propres, semblaient respirer à nouveau. « Tu repeins » demanda Matteo, surpris. « Oui. J'ai trouvé un vieux pot de peinture dans le hangar. Ce n'est pas parfait, mais, ça change tout, non ?» Il la regarda longuement, puis sourit. « Oui, ma chérie. Ça change tout. » Sous ce toit bancal, au milieu des souvenirs et de la poussière, une maison recommençait à vivre. Et, sans qu'ils s'en rendent compte, eux aussi. Elle retira avec précaution quelque chose posé au-dessus du chambranle de la porte, puis descendit de l'escabeau, tenant dans ses mains une petite croix en bois. Le bois, foncé par les années, semblait absorber la lumière. « J'en ai trouvé 3 autres, dit-elle, les yeux brillants. Une au-dessus de chaque porte de chambre, et celle-ci. » Matteo prit la croix, la fit tourner lentement entre ses doigts. Sous la poussière, le travail était simple mais précis, empreint d'une habileté humble et sincère. « C'est ton arrière-arrière-grand-père qui les a faites, murmura-t-il. Mon grand-père me l'avait raconté. Il les sculptait à la main, les longues soirées d'hiver où le froid l'empêchait de travailler dehors. Il resta un instant silencieux, caressant la surface du bois comme s'il touchait la mémoire même de sa lignée. Je ne l'ai jamais connu. Il est mort avant ma naissance. Mais Abula Rosa disait qu'il pouvait fabriquer n'importe quoi avec ses mains. Il a construit la majeure partie de cette maison, morceau par morceau. » Luna observa la croix de plus près. « On devrait les remettre à leur place. »« Pas encore, » répondit Matteo. « On va d'abord les nettoyer, les traiter, leur rendre un peu de vie. Quand la maison sera prête à être bénie à nouveau, alors seulement, on les accrochera. » Il posa la croix avec soin sur la table de fortune qu'ils avaient bricolée avec des planches récupérées. Elles retourneront à leur place quand la maison sera prête à respirer de nouveau. Le plafond de la cuisine restait leur plus grande inquiétude. Matteo avait recouvert le trou d'une bâche, mais ce n'était qu'une rustine dérisoire. Les poutres exposées révélaient une pourriture bien plus étendue qu'il ne l'avait cru. Ce soir-là, alors qu'ils mangeaient des sandwichs sur le porche, un bruit sec retentit à l'intérieur. Un craquement inquiétant. Puis un autre. Ils se figèrent. Un grondement sourd, un souffle de poussière. Des morceaux de plâtre se détachèrent, tombant en pluie sur le sol. « Papa » murmura Luna. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, une poutre céda d'un coup, dans un fracas semblable à une détonation. Le plafond s'effondra en partie, laissant passer un éclat de ciel par la trouée béante.
Luna pâlit. C'est exactement ce que je craignais. Et si on avait été là? Et si ça arrivait la nuit? On ne dormira pas à l'intérieur tant que ce n'est pas réparé, dit Matteo d'une voix ferme. Avec quoi, papa? On n'a pas les moyens de remplacer les poutres, ni d'engager un entrepreneur. Cette maison s'effondre plus vite qu'on ne peut la sauver. Matteo sentit le poids du désespoir lui écraser la poitrine. Je sais, souffla Théil. Je sais que tout semble impossible. Non, rectifia Luna, la voix brisée. Ce n'est pas que ça semble impossible. Ça l'est. On devrait partir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de gaspiller le peu d'argent qu'il nous reste pour ressusciter quelque chose qui est déjà mort. Ce mot lui transperça le cœur. Mort. Il regarda autour de lui, le porche affaissé, les murs fissurés, la cuisine éventrée. Et pourtant, au milieu de cette ruine, quelque chose refusait de mourir en lui. Il revit l'empreinte de main dans le ciment, les pages du vieux journal de sa grand-mère, sa ténacité face à la misère et au deuil. « Viens, dit-il doucement. » Il la guida jusqu'à l'arrière de la maison, là où, des années plus tôt, la main d'enfant de Luna s'était imprimée dans le ciment encore frais. Mais il continua plus loin, contournant la bâtisse vers le côté envahi d'herbe haute. Il écarta les tiges sèches et trouva enfin ce qu'il cherchait, une autre dalle de ciment, plus ancienne, grisée par le temps. « Regarde, dit-il. » Dans la surface craquelée, plusieurs empreintes se superposaient, certaines minuscules, d'autres larges et usées. Sous elles, gravé à la main, « Mes enfants, mon cœur. » Et la date, 1965. C'est Tabula Rosa qui a fait ça, expliqua Matteo. Quand elle et mon grand-père ont fini de bâtir cette maison. Chacun de leurs 6 enfants a posé sa main ici. Elle les a élevés presque seuls, après la mort de mon grand-père. Il s'agenouilla, caressant du bout des doigts ses marques figées dans la pierre. Tu vois ce que je vois, Luna? C'est la preuve que la vie a résisté ici. Que des enfants ont grandi, ri, pleuré, aimé sous ce toit. Que cette maison les a abrités quand le monde dehors était trop dur. Luna resta immobile, les yeux fixés sur les empreintes. Là, continua Matteo en désignant une empreinte moyenne, c'est celle de ta mère. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Mais tout a commencé ici. Cette maison lui a donné une base. Il se redressa, plongea son regard dans celui de sa fille. Et là-bas, derrière, il y a ton empreinte. 3 générations. 3 histoires liées par la même terre, la même maison. Tu comprends? Ce lieu n'est pas mort, Luna. Il dort. Il attend qu'on le réveille. Elle serra les bras autour d'elle. Mais le plafond. On trouvera une solution, dit-il. Pas aujourd'hui, pas demain, mais on y arrivera. Il posa sa main sur son épaule. Je ne te demande pas de ne plus avoir peur. J'ai peur moi aussi. Mais je te demande de me faire confiance. De croire qu'on peut le faire. Luna regarda la maison, la cuisine éventrée, les murs fatigués. Puis elle hocha lentement la tête. D'accord. Mais on dort dans le camion tant que le plafond n'est pas réparé. Et tu me promets qu'on ne prend plus de risques. Promis. Cette nuit-là, allongés dans la benne du pick-up, sous le ciel constellé d'étoiles, ils écoutèrent le vent passer dans les branches. Tu crois vraiment qu'on pourra réparer le plafond? Demanda Luna, la voix basse. Je crois qu'on commencera en demandant de l'aide, répondit Matteo. Demain, j'irai voir Tito. Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui s'y connaît en charpente. On peut toujours troquer du travail, des services. C'est comme ça que les choses se font ici. Le lendemain matin, Matteo se rendit au ranch de Tito. L'homme âgé travaillait déjà, en train de colmater une fuite dans un abreuvoir. Ensemble, ils bricolèrent un moment avant que Matteo ne lui raconte l'histoire du plafond effondré. Tito l'écouta en silence, son visage tanné par le soleil impassible. Lorsqu'il eut fini, Tito resta un moment pensif. Cette maison, dit-il enfin, ta grand-mère l'a tenue debout par la seule force de sa volonté. Je me souviens d'un hiver, en 93, le plus froid qu'on ait eu depuis 40 ans. Elle n'avait pas les moyens de faire venir des ouvriers, alors elle réparait elle-même, avec ce qu'elle trouvait. Domingo et moi, on l'aidait un peu, mais la plupart du temps, c'était elle seule. Il fouilla dans la poche de sa chemise et sortit un petit papier. Javier Santos. Il travaille dans la construction, sur tous les toits.
C'est un homme bien, honnête. Dis-lui que je t'envoie. Et surtout, dis-lui que c'est la maison de Rosa. Ça voudra dire quelque chose pour lui. 3 semaines plus tard, la restauration était en cours, et la vieille demeure commençait lentement à révéler ses secrets. Chaque jour apportait une surprise, une trace du passé, une mémoire enfouie dans les murs. Un samedi matin, Luna monta dans le grenier malgré les avertissements de son père. L'échelle grinçait sous son poids, mais la curiosité fut plus forte que la prudence. Dans la poussière, elle aperçut une boîte métallique rouillée. « Papa. Viens voir. » Matteo monta à son tour, essoufflé, et découvrit Luna assise en tailleur, une boîte ouverte sur ses genoux. Des photographies s'en échappaient comme des feuilles d'automne, tirages en noir et blanc, clichés délavés des années 70 et 80. « Regarde tout ça !» s'exclama Luna. Elle tendit à son père une photo d'une jeune femme devant la maison. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière, son visage exprimait une fierté tranquille. Derrière elle, la maison semblait neuve, presque lumineuse, les murs d'adobe lisse, le porche droit et solide. « C'est elle !» souffla Matteo. « Abuela Rosa. Ça doit dater du début des années 60, juste après la construction. » Luna fouilla dans la boîte et étala les photos sur le plancher. Il y a des réunions de famille, des Noëls, des dimanches ordinaires. Regarde, celle-ci. Sur un cliché en couleur, une bande d'enfants jouait devant la maison, riant à pleines dents, leur visage tourné vers le soleil. Matteo resta silencieux. Chaque image semblait ranimer une part du passé, une chaleur oubliée. « Tu vois, dit-il enfin, ce que cette maison a abrité. Ce n'était pas seulement des murs. C'était une vie, des générations entières de rire et de travail. » Il ramassa la photo de Rosa et la garda dans ses mains calleuses. « Quand je regarde ça, je me dis qu'elle n'a jamais abandonné. Et je comprends que nous non plus, on ne peut pas abandonner. Pas tant qu'il reste une étincelle de cette lumière dans ces murs. » Luna hocha doucement la tête, les yeux perdus dans les visages anciens. En bas, le vent se leva, s'engouffrant dans les fissures du toit. La maison, comme réveillée, laissa échapper un long gémissement, presque un soupir. Matteo leva les yeux vers les poutres. « Tu entends ?» dit-il. « Elle respire encore. » Et dans le silence qui suivit, père et fille restèrent là, entourés de poussière, de souvenirs et de lumière, comprenant qu'ils venaient peut-être de commencer non pas la restauration d'une maison, mais celle d'une mémoire. La maison des souvenirs. « Est-ce que l'un de ceux-là, c'est toi ?» demanda Luna, penchée au-dessus d'un tas de vieilles photographies. Matteo s'agenouilla à ses côtés. Ses doigts calleux frôlèrent les bords usés des clichés jusqu'à ce qu'il en trouve un qui le figea. On y voyait un petit garçon d'environ 8 ans, assis sur les marches du portail, un chien blotti contre lui. « C'est moi », dit-il avec un sourire empreint de nostalgie. « Et ça, c'est Chico, le meilleur chien que j'ai jamais eu. » Les souvenirs jaillirent d'un coup, intacts. Le bruit des pattes de Chico sur le sol battu, ses courses dans la poussière du patio, la chaleur de son corps au pied du lit chaque nuit. Abuela Rosa m'a laissé l'enterrer sous le grand peuplier, derrière la maison. On avait fait toute une cérémonie. Luna poursuivit son exploration, sortant une autre photo d'un paquet écorné. On y voyait un adolescent le même regard que son père tenant une jeune femme par les épaules. « Et elle ?» demanda-t-elle doucement. La gorge de Matteo se serra. « Ta mère ?» répondit-il. « C'était l'été où je l'ai rencontrée. J'avais 17 ans. Je la trouvais. » Il s'interrompit, les yeux perdus dans le passé. « Je la trouvais la plus belle chose que j'ai jamais vue. » « Elle a l'air heureuse », murmura Luna. Elle l'était. Nous l'étions tous les deux. Il contempla longtemps l'image, les souvenirs affluent, la lumière d'or des soirs d'été, l'odeur du pain que sa grand-mère faisait cuire, la timidité de celle qui deviendrait sa femme. Je l'avais amenée ici pour rencontrer Abuela Rosa. Ta mère était nerveuse, mais ma grand-mère n'a eu qu'à la regarder pour dire, celle-là, elle a un bon cœur. Elles se sont aimées dès la première minute. Luna continua de trier les photos, Noël joyeux, Pâques fleuries, anniversaire d'enfants rieurs. Chaque cliché semblait respirer la même chose, chaleur, communauté, appartenance. Et, toujours, la maison en toile de fond immuable, gardienne silencieuse des rires et des secrets. Il y a tant de monde sur ces photos, dit Luna, les yeux brillants. Oui, répondit Matteo. La maison était toujours pleine. Abuela Rosa ne refusait jamais personne. Parents, voisins,
inconnu de passage. Si quelqu'un avait besoin d'un repas ou d'un toit, la porte s'ouvrait. Ils passèrent la matinée entière à classer les images dans l'ordre des années. Jusqu'à ce qu'une photo fige Matteo. Elle représentait Rosa, sa grand-mère, debout presque au même endroit que sur la première image. Mais le temps avait fait son œuvre, ses cheveux étaient d'argent, son visage parcouru de rides profondes. Pourtant, son port demeurait fier, son regard intact. Derrière elle, l'adobe de la maison paraissait plus usé, mais toujours debout comme elle. On devrait la refaire, proposa Luna. Quand tout sera prêt, tu te placeras au même endroit, on prendra la photo, et on l'ajoutera à la chronologie. Matteo hocha la tête, ému. Oui. On devrait. Cet après-midi-là, Matteo appela le numéro que Tito lui avait laissé. Une voix rocailleuse mais douce, un mélange de gravier et de miel, répondit. Javier Santos. Matteo expliqua qui il était et ce dont il avait besoin. Il y eut un long silence avant que l'homme ne réponde. Rosa Herrera. Dit-il lentement. Elle a nourri ma famille pendant 6 mois, en 1989, quand je n'avais plus de travail. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Un nouveau silence, plus lourd, puis la promesse. Je passerai demain. Le lendemain, un vieux pick-up cabossé s'arrêta dans la cour. Javier en descendit, le pâle en messure. Dans la cuisine, il leva les yeux vers le plafond effondré, toucha les poutres, observa le bois noirci. C'est mauvais, dit-il enfin, mais pas désespéré. Les poutres maîtresses tiennent. Ce sont les transversales qui ont pourri. On peut les renforcer au lieu de tout remplacer. Et ça coûterait combien, demanda Matteo. Javier plissa les yeux. Pour n'importe qui d'autre? Quelques milliers au moins. Mais pour le petit-fils de Rosa. Il se frotta le menton. Tu viens m'aider le mois prochain à refaire le toit d'une grange. Grosse semaine de boulot, longue journée. Si tu tiens le coup, je t'aide à réparer ton plafond. Tu achètes les matériaux, je fournis la main et le savoir-faire. Matteo sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. C'est plus que juste. Merci, Javier. Ne me remercie pas tout de suite. Attends qu'on ait fini. Mais il souriait. Et ce sourire portait déjà la promesse d'un renouveau. Lorsque Javier repartit, Matteo trouva Luna dans le salon, en train de ranger les objets sauvés des décombres sur des étagères bricolées. On a un plan pour le plafond, lui dit-il. Le visage de Luna s'illumina. Vraiment? Il lui expliqua l'accord avec Javier. À la fin, elle lui adressa un sourire sincère, le premier depuis qu'ils avaient franchi le portail de la vieille maison. Alors, on peut vraiment le faire, souffla-t-elle. On peut la réparer. Cette nuit-là, ils célébrèrent leur première victoire. Ils cuisinèrent selon les recettes d'Abuela, riz, haricots, oignons revenus dans l'huile et une pointe de cumin. Ils mangèrent dehors, sur le vieux portail, tandis que le soleil se couchait derrière les collines rouges. C'est alors que Domingo réapparut, accompagné de sa femme Pilar. Petite, vive, les yeux pétillants, Pilar rappelait étrangement Rosa, même douceur dans la voix, même hospitalité dans le regard. Elle tenait un plat couvert. Pour le petit-fils de Rosa, dit-elle simplement en lui tendant des tortillas encore tièdes. Bienvenue chez toi. Le parfum chaud du maïs se mêla à la brise du soir. En partageant le repas avec eux, Matteo sentit un poids s'alléger en lui. Il comprit qu'il n'était plus seul. La communauté les observait, oui, mais avec bienveillance. On attendait seulement qu'ils fassent leurs preuves. Et, jour après jour, ils y parvenaient. 5 semaines plus tard, la transformation était bouleversante. Matteo se surprenait parfois à rester immobile dans la cour, les bras croisés, contemplant la maison comme on contemple une guérison. Les vitres brillaient, laissant entrer une lumière dorée dans des pièces autrefois sombres. Les murs du salon, replâtrés et peints d'un beige doux choisi par Luna, semblaient respirer. Le plancher, autrefois caché sous les gravats, avait retrouvé la patine chaleureuse de son bois ancien. Ce jour-là, Luna fouillait une vieille malle dans la chambre de sa bisaïeule. C'était l'un des derniers recoins encore inexplorés. Elle n'y avait trouvé jusque-là que des draps jaunis et quelques vêtements rongés par les mites. Mais au fond, soigneusement enveloppé dans une gaine plastique, un trésor l'attendait. « Papa » appela-t-elle. Matteo accourut. Luna était assise par terre, un tissu coloré déployé sur ses genoux. C'était une couverture tissée, éclatante malgré les décennies, rouge profond,
bleus royaux, or brûlé, brun terreux, un motif géométrique à la fois traditionnel et unique. Elle est magnifique, murmura-t-elle. Regarde, il y a une étiquette cousue. Matteo se pencha, R. Herrera, 1977. Il effleura la laine avec respect. Je m'en souviens, dit-il lentement. Ou d'une qui lui ressemblait. Elle tissait en hiver, quand les jours étaient courts. Elle installait son métier dans le coin du salon et passait des heures à travailler. Parfois, on lui passait commande, mais le plus souvent elle les vendait au marché de Santa Fe. Elle était une artiste, souffla Luna. Oui, acquiesça Matteo. Je ne crois pas qu'elle se voyait comme telle, mais elle l'était. Tout ce qu'elle faisait, ses plats, ses tissages, même la manière dont elle plaçait les fleurs dans un bocal respirait la beauté. Ils transportèrent la couverture dans le salon et la déposèrent sur le dossier du vieux canapé qu'ils avaient réparé. L'effet fut immédiat. La pièce changea. Elle cessa d'être simplement un abri pour redevenir un foyer. Les couleurs chaudes du tissu se mêlèrent à la lumière du soir, comme si la maison, enfin, retrouvait son âme. C'est la première chose qu'on a ici qui ne soit pas juste utile, dit Luna en souriant. C'est beau. Cette beauté-là, simple et vraie, valait toutes les réparations. Ce même après-midi, Domingo et Pilar revinrent pour l'une de leurs visites régulières. Dès qu'elle entra, Pilar s'arrêta net devant la couverture. Oh, dit-elle doucement, la main sur la bouche. Je me souviens quand Rosa a tissé celle-là. Elle y avait mis tout son cœur. Ses yeux s'embuèrent un instant. Elle disait toujours que chaque fil portait une prière. Qu'un tissage réussi, c'est quand la prière devient visible. Matteo sentit un frisson lui parcourir le dos. Il regarda la couverture de nouveau et, pour la première fois, il la vit ainsi, une prière devenue matière, une bénédiction tissée pour durer au-delà des générations. Le soir, alors que la lumière déclinait, il sortit sur le portail. Luna s'assit à côté de lui, les jambes croisées, observant les montagnes qui s'assombrissaient peu à peu. « Tu crois qu'elle savait » demanda-t-elle. « Savait quoi ? Qu'un jour, on reviendrait ici. » Matteo mit un moment à répondre. Le vent agitait doucement les feuilles du peuplier, celui-là même sous lequel Chico reposait. « Oui, dit-il enfin. Je crois qu'elle savait. Les maisons comme celle-ci ne meurent pas vraiment. Elles attendent juste qu'on les réveille. » Luna posa sa tête sur son épaule. Le ciel virait à l'indigo, et dans l'air flottait une paix rare, celle des lieux qui ont souffert et renaissent. Matteo ferma les yeux un instant, écoutant le murmure du vent contre les murs restaurés, la respiration calme de sa fille, le lointain aboiement d'un chien. Tout cela formait une seule phrase, une promesse silencieuse, ils étaient enfin rentrés chez eux. Elle avait présenté la couverture au concours de la foire d'État. Elle avait remporté la 2e place, et pourtant, en la caressant du bout des doigts, elle avait dit avec un sourire doux, « C'est comme si j'avais gagné le monde. » Elle en était fière, profondément fière. Mais la fierté ne nourrissait pas une famille. Elle avait besoin d'argent plus que de ruban, alors elle l'avait vendu à une famille venue d'Albuquerque. Depuis, Matteo s'était souvent demandé ce qu'elle était devenue. « Attends, dit Luna en fronçant les sourcils, si elle l'a vendue, comment se fait-il qu'elle soit revenue ici ?» Pilar esquissa un sourire, ses yeux se mouillant de souvenirs. La famille l'a rapporté des années plus tard. Il l'avait gardé tout ce temps, comme un trésor. Quand le mari est mort, sa femme est revenue ici, disant que cette couverture appartenait à Rosa. Elle disait qu'elle avait une âme, un esprit qui devait rentrer chez lui. Elle laissa son regard errer dans la pièce, sur les murs restaurés, les poutres remises en état, la lumière douce qui baignait désormais le salon. Elle serait si heureuse de voir ça, murmura-t-elle. Heureuse de vous voir tous les deux ici, redonnant vie à cette maison. Les gens ont été incroyablement généreux, répondit Matteo. Bien plus que je ne l'aurais imaginé. Domingo hocha la tête. Tu l'as mérité. Tout le monde parle de toi, de ton travail acharné. Même Beto, qui ne veut jamais admettre quoi que ce soit, raconte partout que le petit-fils de Rosa remet la vieille maison sur pied comme il faut. Pilar ajouta, un sourire malicieux au coin des lèvres. Ah, et Soldat d'Ortiz m'a chargé de te transmettre un message. Sa clôture de derrière est sur le point de s'effondrer. Elle se demandait si tu pourrais lui donner un coup de main. Elle ne peut pas payer grand-chose, mais elle t'offrira le déjeuner et le dîner aussi longtemps qu'il faudra. Matteo acquiesça. Je passerai demain, je verrai ce que je peux faire. Quand leurs amis furent partis,
Luna resta un moment à contempler la couverture étendue sur la table. La maison commence à ressembler à un foyer, dit-elle doucement. Ce n'est plus juste un projet. Oui, répondit Matteo. C'est vrai. C'est devenu bien plus que ça. Le renouveau. Le travail chez Soldad mena à d'autres petits contrats. Elle parla de Matteo à une amie, qui en parla à une autre, et bientôt, les demandes commencèrent à affluer. Rien de grandiose, réparer un toit qui fuyait, remplacer une marche cassée, remettre d'aplomb un vieux chauffe-eau. La paye n'était pas toujours en argent. Parfois, c'était des légumes du potager, des repas, ou un vieux outil en remerciement. Mais c'était suffisant. Et plus encore, c'était du respect. Les gens du village avaient commencé à lui faire confiance. Ils lui confiaient leurs maisons, leurs problèmes, leurs espoirs. Cela valait plus que tout le reste. Pendant ce temps, Luna avait commencé son travail à distance. Elle avait installé son petit bureau dans sa chambre, une table pliante et une chaise récupérée dans une boutique de seconde main de la ville voisine. L'accès à Internet restait capricieux. Elle avait fini par acheter un routeur mobile qui fonctionnait presque tout le temps, et cela suffisait. Tous les 15 jours, son salaire tombait sur son compte, un revenu modeste, mais régulier, qui apportait un peu de sérénité. Matteo remarqua qu'elle ne parlait plus de partir. Elle n'avait pas dit qu'elle resterait pour toujours, non, mais elle parlait de demain, de la semaine prochaine, de cet hiver comme si elle y serait encore. Il ne la pressa pas. Il se contenta de la laisser apprivoiser ce nouveau sentiment d'appartenance, à son propre rythme. Le plafond et la transmission. 6 semaines plus tard, Javier arriva avec sa camionnette pleine de planches et d'outils. Il est temps de s'attaquer à ce plafond, lança-t-il. Prêt à transpirer? Les travaux durèrent 4 longues journées. Matteo et Javier travaillèrent côte à côte, démontant avec précaution les parties pourries, renforçant les poutres saines, ajoutant des traverses neuves là où le bois avait cédé. C'était un travail précis, exigeant de la patience et du savoir-faire. Javier expliquait chaque geste, non seulement comment faire, mais pourquoi. C'était une transmission, de celle qu'on n'oublie pas. Luna aidait aussi, tenant les planches, triant les clous, balayant la poussière. Le 3e jour, elle prépara le déjeuner, des sandwichs frais, du jus de citron glacé. Ils mangèrent ensemble sur le porche, le vent chaud du désert leur caressant le visage. « Ta grand-mère t'aurait adoré, dit Javier à Luna entre 2 bouchées. Tu bouges comme elle, avec intention, sans gaspiller ton énergie. » Luna sourit. « Je ne l'ai jamais connue. J'aurais aimé. » Mais elle t'a connu, intervint Pilar, venue avec Domingo voir les progrès. Tes parents t'avaient emmené ici quand tu étais bébé. Rosa t'a tenu dans ses bras et elle a pleuré de joie. Elle disait que tu avais déjà des mains fortes, que tu serrais son doigt comme pour ne jamais le lâcher. Elle disait que tu construirais quelque chose d'important un jour. Luna regarda ses mains, un peu calleuses après des semaines de travail. Peut-être que je le fais déjà, murmura-t-elle. L'achèvement. Quand le plafond fut enfin terminé, ils restèrent un moment immobiles, admirant le résultat. Le bois neuf épousait harmonieusement l'ancien, solide et sûr. La maison tenait bon. Cette demeure nous survivra tous, dit Javier, satisfait. L'adobe et le bois, bien entretenus, peuvent durer des siècles. Tu viens de lui offrir une nouvelle vie. Le soir venu, après le départ de leurs amis, Matteo et Luna se remirent à l'ouvrage, enduisant les murs intérieurs de plâtre. Ils avaient gardé la cuisine pour la fin, la pièce la plus chargée de souvenirs. Luna mélangeait le plâtre, Matteo l'appliquait avec soin, comblant les fissures, effaçant les cicatrices laissées par le temps et l'abandon. J'ai repensé à ce que Pilar a dit, fit Luna. Quand Tabula Rosa disait que je construirais quelque chose d'important. Je crois qu'elle parlait de ça. Matteo leva les yeux. De la maison? Pas seulement. De ce qu'elle représente. Prendre quelque chose de brisé et le rendre entier. Honorer le passé tout en bâtissant l'avenir. Elle s'interrompit un instant, sa voix tremblant d'émotion. Je crois que j'avais besoin de ça autant que toi. Peut-être même davantage. Matteo posa sa truelle, la regarda. Qu'est-ce que tu veux dire? Après la mort de maman, je vivais sans vraiment vivre. Je travaillais, je dormais, je recommençais. Mon appartement ne m'a jamais semblé être chez moi. Je n'avançais vers rien. Je respirais, mais je n'existais pas. Ses yeux se relevèrent vers lui.
Venir ici, c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est la première fois, depuis 3 ans, que j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte. Matteo la regarda longuement, touché. Ça compte, dit-il simplement. Tout ce qu'on fait ici compte. Ils reprirent leur travail dans un silence apaisé, rythmé par le frottement du plâtre contre le mur. Le geste répétitif, patient, avait quelque chose de méditatif. Héritage. Dehors, le soleil se couchait lentement, peignant le désert de nuances d'ambre et de rose. Par la fenêtre réparée, ils pouvaient voir les collines se fondre dans la nuit. « Tu crois qu'elle savait ?» demanda soudain Luna. « Abuela, tu crois qu'elle savait que cette maison nous sauverait un jour ?» Matteo resta pensif. Il repensa aux pages du vieux journal, aux photos soigneusement conservées, à la couverture rangée avec tant de précaution, aux recettes annotées de petits mots d'amour. « Je crois qu'elle savait, » dit-il enfin. Elle savait ce que les maisons font quand elles sont bâties avec le cœur. Si tu les construis bien, si tu y mets de l'amour et une intention, elles deviennent plus que des murs et un toit. Elles deviennent des ancres. Il leva les yeux vers la poutre principale. Elles deviennent le lieu où tu reviens quand tout le reste s'effondre. Elle a mis ça dans chaque brique d'adobe, dans chaque planche de bois. Sans savoir quand ni comment ce serait utile, mais avec la certitude qu'un jour, quelqu'un en aurait besoin. Luna hocha la tête lentement. Alors on ne répare pas juste la maison. On honore ce qu'elle a bâti en elle. Exactement. Renaissance. La nuit tomba. Ils allumèrent quelques bougies, continuant à travailler sous la lueur vacillante. Peu à peu, la cuisine se transforma sous leurs mains, les murs devinrent lisses, unis, prêts à recevoir la peinture. Demain, dit Luna en rangeant les outils, on commencera la couleur. C'était elle qui l'avait choisi, un vert sauge doux, comme celui du désert après la pluie. Matteo sourit. Ce ton allait parfaitement. Il évoquait la patience, la renaissance, la paix retrouvée. En silence, ils contemplèrent leur œuvre. La maison respirait à nouveau. Les murs, autrefois ternes et fissurés, semblaient reprendre vie. Le plancher craquait doucement, comme s'il remerciait. Et dans ce calme presque sacré, Matteo sentit une vérité simple s'imposer à lui. Ce n'était plus seulement une vieille bâtisse qu'il réparait. C'était leur histoire, leur mémoire, leur lien. Une maison bâtie d'amour, de travail et de rédemption. Un abri rendu à la vie. Et dans le cœur du désert, sous les étoiles naissantes, la maison de Rosa vivait à nouveau. Pièce par pièce, jour après jour, la maison renaissait, et avec elle, ceux qui y travaillaient. Cette semaine s'était écoulée depuis le début de la restauration quand Luna fit une découverte qui allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille. Elle rangeait des papiers dans la chambre, triant les tiroirs d'un vieux classeur métallique, factures, reçus, lettres administratives, la trace banale d'une vie ordinaire. Mais tout au fond du tiroir du bas, elle trouva une boîte en métal scellée d'un ruban adhésif jauni et craquelé par le temps. Son cœur battit plus vite. Elle déchira doucement le scotch, souleva le couvercle et découvrit des lettres des dizaines, liées par des ficelles, classées par année. La plus ancienne datait de 1968. La plus récente, de quelques mois avant la mort d'Abuela Rosa. « Papa » appela Luna d'une voix tremblante. « Tu dois venir voir ça. » Matteo entra, encore couvert de poussière et de sueur, après avoir réparé la rambarde du portail. Il s'arrêta net. Luna était assise sur le plancher, entourée d'enveloppes ouvertes, les lettres éparpillées tout autour d'elle comme des feuilles tombées d'un arbre ancien. Son visage était mouillé de larmes. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, inquiet. « Rien de grave » répondit-elle en essuyant ses joues. « C'est juste. Ces lettres. Elles sont toutes adressées à Abuela Rosa. Certaines viennent de ses enfants, d'amis, de gens qu'elle a aidés. Regarde celle-ci. Elle est de ta mère. » Les mains de Matteo tremblèrent légèrement lorsqu'il prit l'enveloppe. Il reconnut immédiatement l'écriture, celle qu'il n'avait plus vue depuis des décennies. Sa mère, morte alors qu'il avait 19 ans, emportée par une cirrhose après des années d'alcoolisme. Une autre victime de ses propres démons. Il avait nourri tant de colère contre elle, pour ses absences, pour ses choix, pour l'avoir laissée seule à être élevée par sa grand-mère. La lettre était datée de 1985. Il lut d'abord en silence, puis, la voix brisée, il la lut à haute voix pour Luna. Astérisque, maman. Je sais que je n'ai pas été la fille que tu méritais. Je sais t'avoir causé peine et inquiétude.
Mais quand je pense à la maison, c'est à ta cuisine que je pense. À cette odeur de maïs chaud, à la lumière sur tes mains. Tu as toujours trouvé le moyen de mettre quelque chose sur la table, même quand nous n'avions presque rien. Tu ne m'as jamais fait sentir petite pour mes erreurs, même quand elles s'empilaient comme des pierres. Matteo a de la chance de t'avoir. Je devrais être là, être la mère dont il a besoin. Mais je ne suis pas forte comme toi. Je suis cassée d'une façon que je ne sais pas réparer. Merci de l'aimer assez pour deux. Merci de lui offrir la maison que je n'ai pas su construire. Pardon de ne pas être meilleur. J'aimerais t'en l'être. Avec amour. Maria, astérisque. La vue de Matteo se brouilla. Il resta immobile, la lettre tremblant dans ses mains. Pendant si longtemps, il n'avait vu en elle qu'une faiblesse, une trahison. Il n'avait jamais imaginé cette lucidité, cette tendresse contenue. C'était la confession d'une femme qui savait ses fautes, mais dont l'amour persistait malgré l'impuissance. Il y en a d'autres, murmura Luna. D'elle, et de beaucoup d'autres. Ils passèrent le reste de la matinée à lire. Des lettres des autres enfants de Rosa, envoyées depuis les villes où la vie les avait menés. Des lettres de voisins, de familles qu'elle avait nourries ou hébergées pendant les tempêtes, de jeunes qu'elle avait conseillés, d'enfants qu'elle avait gardés comme les siens. Chacune portait la trace d'une femme au cœur vaste, centre invisible de dizaines de vies. Puis Luna lui tendit un autre paquet de lettres, noué d'un ruban bleu. Celles-ci sont différentes, dit-elle doucement. Elles viennent d'une certaine Carmen. Matteo sentit le sol vaciller sous ses pieds. Le nom sur l'enveloppe fit battre son cœur à tout rompre, Carmen Cruz. Sa femme. La mère de Luna. Les lettres s'étendaient de 1992 à 2019, l'année où Carmen était morte. Je ne savais pas qu'elle écrivait à Abuela Rosa, murmura Luna. Moi non plus, répondit Matteo. Ils s'assirent ensemble et commencèrent à lire. Les premières lettres remontaient à l'époque où ils sortaient ensemble. Carmen y parlait de sa peur de ne pas être acceptée par la famille de Matteo, de son espoir de plaire à Rosa. On sentait dans ces mots une jeune femme timide, cherchant sa place dans un héritage qui la dépassait. Et visiblement, Abuela lui avait répondu avec douceur, car Carmen y faisait allusion, des conseils, de l'encouragement, des bénédictions. Une lettre de 1995, écrite peu après la naissance de Luna, les bouleversa. Astérisque, chère Rosa. Merci d'être venue à l'hôpital. Merci d'avoir tenu ma main quand j'avais peur et que je ne savais pas encore comment être mère. Tu as pris Luna dans tes bras et tu as dit. Cet enfant a ta force et le cœur de Matteo. Elle ira bien, parce qu'elle porte en elle le meilleur de vous deux. J'espère que tu as raison. J'espère pouvoir être la moitié de la mère que tu as été pour ton fils. Il parle peu de son enfance, mais je vois son regard s'illuminer quand il évoque ton nom. Je vois dans sa manière d'être père ta patience, ta bonté. Tu lui as offert un trésor, savoir aimer sans peur. Je promets de le transmettre à ma fille. Merci d'avoir accueilli dans ta famille une femme comme moi, avec tant de chaleur et de grâce. Avec gratitude. Carmen, astérisque. Luna serra la lettre contre sa poitrine. J'aimerais me souvenir d'elle mieux que ça, murmura-t-elle. J'avais 21 ans quand elle est morte. Parfois, j'ai du mal à imaginer son visage sans photo. Elle te ressemblait, répondit Matteo, la voix douce. Pratique, déterminée, gentille sans être fragile. Elle aurait adoré te voir ici, à reconstruire cette maison. Elle aurait été fière. Ils continuèrent à lire. Des lettres de Carmen retraçaient les années de Luna, ses premiers pas, ses premiers mots, les rentrées d'école, les succès modestes mais précieux. Elle demandait souvent des conseils, comment être patiente, comment garder un couple solide quand la fatigue et le manque d'argent rongeaient les jours. Et toujours, les réponses de Rosa, pleines de bienveillance et de sagesse, transparaissaient à travers les phrases de Carmen. Enfin, ils arrivèrent à la dernière lettre, écrite 3 mois avant la mort de Carmen. Le papier était jauni par la maladie, l'écriture vacillante. Astérisque, Rosa. J'ai peur. Pas de mourir, pas vraiment. Mais de les laisser seuls. Luna est encore si jeune, à peine en train de découvrir qui elle est. Matteo est fort, mais il souffre en silence. Quand sa mère est morte, il a fermé une partie de lui. J'ai peur que ma mort le referme davantage encore. Si je ne m'en sors pas, promets-moi de lui dire ceci. Se fermer n'est pas se protéger.
Luna a besoin de lui entier, pas seulement présent. Et rappelle-lui que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est notre seule vraie force. Dis à Luna, quand elle sera prête. Que j'ai adoré être sa mère. Que même les jours les plus durs en valaient la peine. Qu'elle a rendu ma vie plus belle rien qu'en y existant. J'espère ne pas avoir à te demander de transmettre ces mots. J'espère guérir. Mais si je n'y arrive pas. Souviens-toi. Dis-leur. Avec tout mon amour. Carmen, astérisque. Matteo posa la lettre, incapable de parler. Ses épaules tremblaient. Je n'ai jamais su qu'elle avait écrit ça, murmura-t-il. Abuela Rosa ne t'en a jamais parlé, demanda Luna. Non. Elle est morte 6 mois après ta mère. Peut-être qu'elle n'en a pas eu le temps. Ou peut-être qu'elle pensait que je n'étais pas prêt à l'entendre. Il reprit la lettre, la relut lentement. Elle avait raison, dit-il enfin. Je me suis fermé. Pendant 3 ans, je n'ai fait que survivre. J'étais là, mais absent. Je croyais me protéger, mais je m'enfermais. Luna s'approcha et posa sa main sur la sienne. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, je crois qu'on guérit. Ensemble. Il regarda autour de lui, les lettres étalées au sol, la maison transformée, les murs imprégnés de leur voix, de leur mémoire. 3 générations d'amour, de perte et de recommencement. Toutes ces lettres étaient les preuves tangibles d'une vérité simple et indestructible, Abuela Rosa avait été le cœur battant de cette famille. L'encre. Celle qui reliait les vivants et les morts, les absents et les présents. Et, d'une certaine manière, même depuis l'autre côté du temps, elle continuait à les rassembler, à les restaurer, comme les murs qu'ils réparaient, comme les cœurs qu'ils apprenaient à rouvrir. La maison des héritiers. Tout le monde gravitait autour d'elle, parce qu'elle faisait naître ce sentiment rare et précieux de sécurité. Elle faisait sentir à chacun qu'il était aimé, à sa place. Comme la maison, dit Luna. Exactement, répondit Matteo. La maison, c'était la matérialisation de ce qu'elle avait créé, un lieu où chacun trouvait sa place, un refuge tissé de chaleur et de souvenirs. Cet après-midi-là, ils passèrent des heures à trier les lettres anciennes, à décider lesquelles méritaient d'être encadrées et accrochées à côté des photos. Luna eut une idée, créer un mur de mémoire, pas seulement composé d'images, mais aussi de mots et les voix de leur famille, préservés dans leur propre écriture. Le soir venu, tandis qu'il clouait les cadres dans le couloir, Luna dit doucement. J'aimerais commencer mes propres lettres. Écrire à quelqu'un, peut-être à toi, ou à ceux qui viendront après nous. Raconter ce que nous faisons ici, ce que nous apprenons. Ce serait comme une suite du journal de grand-mère, mais avec ma voix, ma vision des choses. Elle recula pour observer la disposition des cadres. Ainsi, quand quelqu'un d'autre aura besoin de cette maison, il saura. Il connaîtra toute l'histoire. Matteo la regarda longuement, ému. C'est magnifique, dit-il simplement. Plus tard, après le dîner, Luna sortit un carnet neuf acheté en ville. Sur la première page, elle écrivit. Mon nom est Luna Cruz. J'ai 24 ans, et j'apprends ce que signifie rentrer chez soi. Pas dans un lieu que j'ai connu, mais dans un lieu que ma famille a connu. Une maison qui porte leur histoire est désormais la mienne. Mon arrière-grand-mère, Rosa, a bâti cette maison avec amour et détermination. Mon père l'a reconstruit avec ses mêmes mains et ses mêmes outils. Et moi, je découvre que parfois, ce qu'on fuyait est exactement l'endroit où l'on devait revenir. Ceci est le récit de notre chemin. Ma lettre à ceux qui viendront après. Elle montra la page à son père. Une fierté muette se leva dans la poitrine de Matteo. C'est parfait, dit-il avec un sourire. Cette nuit-là, avant de se coucher, ils relurent encore une fois le journal d'Abuela Rosa. Matteo avait trouvé une entrée datant de 1989. Aujourd'hui, j'ai reçu des lettres de 3 de mes enfants. Chacun affronte ses propres épreuves, chacun cherche sa voie. Je ne peux pas résoudre leurs problèmes, mais je peux leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Je peux leur rappeler que cette maison, cette famille, ces liens que nous entretenons par les mots, les visites et l'amour, voilà notre véritable héritage. Pas l'argent, ni la terre, ni les objets, mais la certitude qu'on est vu, connu et aimé malgré tout. C'est cela que je veux laisser derrière moi, non pas une maison, mais un foyer. Non pas des biens, mais le sentiment d'appartenance. Luna ferma son carnet et le posa à côté du vieux journal. Nous le faisons, murmura-t-elle.
nous continuons ce qu'elle a commencé. Oui, répondit Matteo. Nous le faisons. Dehors, la nuit enveloppait le désert comme une mer silencieuse. Dedans, la maison vibrait doucement, pleine de vie et de mémoire. 4 générations tissaient dans ses murs. Chacune y avait laissé sa voix, son empreinte. La restauration dépassait maintenant la moitié, mais il commençait à peine à comprendre ce qu'il bâtissait vraiment, bien plus qu'un toit, c'était une continuité, un fil d'amour et de rédemption. 9 semaines après leur arrivée, la maison était méconnaissable. Les murs avaient été rebouchés et repeints. Les vitres brillaient sous le soleil. Le portail restauré se tenait droit et solide. Matteo avait même redonné vie au jardin d'Abuela Rosa, arrachant les mauvaises herbes et préparant la terre pour les semis du printemps. Les voitures qui passaient sur la route ralentissaient. Les gens pointaient du doigt, commentaient la transformation. Le village tout entier avait remarqué. Le village approuvait. Et puis, la lettre arriva. C'était un mardi matin, dans une enveloppe officielle, envoyée en courrier certifié. Matteo dut signer pour la recevoir. Quelques minutes plus tard, Luna, depuis sa chambre, entendit son père jurer à voix basse, chose qu'il faisait rarement. « Papa » appela-t-elle. Elle le trouva debout au milieu du salon, un document légal tremblant dans ses mains, le visage pâle comme la craie. « Nous avons un problème, dit-il d'une voix vide. C'était une notification de taxes foncières impayées. Apparemment, Abuela Rosa avait pris du retard sur les paiements durant ces dernières années, et depuis sa mort, personne n'avait réglé la moindre somme. Les arriérés, les pénalités et les intérêts totalisaient plus de 18 000 $. Ils avaient 60 jours pour tout payer, sans quoi la propriété serait vendue aux enchères publiques. Luna prit la lettre, la lut 2 fois pour être sûre de bien comprendre. 18 000 $, souffla-t-elle. On n'a pas 18 000 $. Je sais, murmura Matteo, s'effondrant sur le canapé, la tête entre les mains. Tout ce qu'ils avaient possédé, ils l'avaient investi dans les travaux. Même en travaillant jour et nuit, ils n'auraient jamais pu réunir cette somme en 2 mois ni même en 1 an. Luna s'assit près de lui, la lettre serrée contre elle. Tous ses efforts, toutes ces semaines de sueur et d'espoir, tout pouvait s'effondrer. Un inconnu pouvait acheter la maison pour une bouchée de pain, la démolir, effacer tout ce qu'Abuela Rosa avait bâti. Il doit bien y avoir quelque chose à faire, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ils passèrent le reste de la journée comme des fantômes, accomplissant les gestes machinalement. Matteo n'arriva pas à se concentrer sur le chantier qu'il devait terminer. Luna, devant son ordinateur, fixait l'écran sans le voir. Le soir, Domingo et Pilar vinrent leur rendre visite. Ils comprirent aussitôt que quelque chose n'allait pas. Rosa n'a jamais parlé de problème de taxes, dit Pilar, bouleversée. Elle ne voulait pas inquiéter personne, répondit Domingo. C'était son caractère, porter ses fardeaux seul. Que peut-on faire, demanda Pilar. Je ne sais pas, avoua Matteo. J'y ai pensé toute la journée. On pourrait essayer un prêt, mais sans crédit ni revenu stable, c'est impossible. On pourrait demander à la famille, mais il n'y a plus personne capable de nous aider à ce niveau-là. Il s'interrompit. Luna acheva sa pensée à voix basse. On pourrait tout perdre. Après leur départ, Luna se remit à chercher en ligne, procédure de saisie fiscale, plan de paiement, recours possible. Les heures passèrent. Puis soudain, elle s'écria. « Papa, viens voir ça. » Matteo s'approcha. Sur l'écran, elle avait ouvert l'acte de propriété trouvé dans les archives du comté. « Regarde la superficie, dit-elle. 15 acres. » Impossible, répondit Matteo en fronçant les sourcils. Notre terrain fait à peine 3 acres. C'est bien ce que je croyais. Mais regarde ça. Elle fit glisser la carte satellite du domaine. La limite du terrain ne s'arrête pas au jardin. Elle monte jusqu'à la colline derrière la maison. Matteo se pencha, plissant les yeux. Elle avait raison. Les lignes officielles englobaient une vaste portion de la colline, bien au-delà de ce qu'il croyait posséder. Abuela Rosa m'y emmenait parfois, murmura-t-il, les souvenirs remontant à la surface. Il y avait là-haut un plateau où elle cultivait des légumes. Elle disait que l'altitude les rendait plus sucrés. Et il y avait des vieilles fondations, des pierres d'un bâtiment que son père avait commencé à construire sans jamais le finir. Luna hocha la tête, fascinée. Tout cela fait partie de la propriété. 13 acres dont nous ignorions l'existence.
Ils échangèrent un regard. La même idée venait de naître dans leurs esprits. Si la propriété couvrait 15 acres au lieu de 2, sa valeur augmentait considérablement. Ils pourraient peut-être obtenir un prêt sur la totalité, ou vendre une petite partie tout en gardant la maison. Le lendemain matin, Matteo appela le bureau du cadastre. Après plusieurs transferts, il finit par tomber sur une femme nommée Félicia Sandival. Oui, confirma-t-elle, le titre indique bien 15 acres. Mais seuls 2 acres sont enregistrés officiellement. Le reste? Elle tapa sur son clavier. Il y a une mention datant de 1965, levé incomplet. Les 13 autres acres n'ont jamais été correctement enregistrés. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Matteo. Que légalement, vous ne possédez que les 2 acres reconnus. Pour revendiquer les 15, vous devrez prouver une utilisation familiale continue et compléter la procédure d'enregistrement. Combien de temps cela prendrait-il? Normalement plusieurs mois, parfois un an, mais, elle hésita, vous avez dit que votre grand-mère était Rosa Herrera? Oui. Un silence. Puis la voix de Félicia se fit plus douce. Elle a aidé ma mère, autrefois. Notre famille traversait une période très difficile, et Rosa est venue avec de la nourriture, du soutien, sans rien demander en retour. Un long silence suivit, lourd d'émotion. Je vais accélérer le processus, dit-elle enfin. Si vous pouvez me fournir les documents nécessaires, preuves d'usage, témoignages, cartes anciennes, je peux faire enregistrer le tout en 30 jours. Mais le délai des taxes expire dans 60 jours, répondit Matteo. Oui, mais une fois les 15 acres reconnus, la valeur de votre bien grimpera. Vous aurez des options de financement. Et si le bureau fiscal voit que vous agissez de bonne foi, il acceptera peut-être un plan de paiement. Quand il raccrocha, il expliqua tout à Luna, qui avait déjà commencé à sortir des piles de papier. Il nous faut prouver l'usage continu du terrain, dit-elle. Le journal d'Abuela parle du potager sur la colline, et certaines lettres le mentionnent aussi. Ça compte comme preuve, non? C'est un début, admit Matteo. Mais il faudra davantage, des témoins, des photos anciennes montrant les limites du domaine. Ils passèrent l'après-midi à fouiller tout ce qu'ils avaient rassemblé, journaux, lettres, albums, dessins. Chaque mot, chaque image devenait une trace, un morceau d'histoire qui, mis bout à bout, pouvait peut-être sauver la maison. Et tandis que le soleil déclinait sur le désert, Luna leva les yeux vers les murs restaurés et murmura. Elle nous montre encore le chemin, papa. Même après toutes ces années. Matteo hocha la tête, ému. Oui. Et tant que nous aurons foi en ce qu'elle a bâti, cette maison tiendra debout. Au fil des jours, la vérité du passé et la promesse d'un avenir nouveau se tissaient ensemble sur les collines de Tiraroa. Plusieurs photographies montraient la pente derrière la maison, avec des traces évidentes de jardins, de canaux et de petites structures oubliées. Dans les journaux de famille, Matteo et Luna découvrirent des entrées mentionnant les récoltes du champ supérieur, les légumes tirés du sol pierreux, les étés brûlants où l'eau manquait. Une lettre de 1996, écrite par Carmen, évoquait comment elle aidait Abuela Rosa à porter des seaux d'eau jusqu'au jardin du flanc de colline durant une saison de sécheresse. Une autre, datée de 1983, décrivait un des fils de Rosa dégageant les broussailles du « Back 40 », sans doute cette même parcelle située en hauteur. Ce soir-là, Domingo arriva accompagné de 3 anciens du village. Leur démarche était lente, mais leurs yeux brillaient d'une clarté intacte. « Pilar nous a expliqué ce dont vous avez besoin », dit Domingo d'une voix ferme. « Nous nous souvenons tous de Rosa travaillant cette terre. Nous sommes prêts à témoigner, à signer tout ce qu'il faut. » Alors, un à un, ils partagèrent leurs souvenirs. Domingo raconta avoir aidé le mari de Rosa à creuser des rigoles d'irrigation dans les années 1970. Gabriela, une femme aux cheveux d'argent, se souvint des pommes qu'elle cueillait dans les vergers de Rosa au milieu des années 80. Ernesto, un autre vieil homme, parla des jours passés à défricher les ronces et à remettre debout les pierres d'une ancienne fondation au début des années 90. Il y avait des bornes en pierre là-haut, ajouta-t-il. Ton arrière-arrière-grand-père les avait placées quand il a revendiqué le terrain. Peut-être qu'elles y sont encore. Le lendemain matin, Matteo et Luna entreprirent l'ascension du coteau. La pente était plus raide qu'elle ne le paraissait, envahie de ronces et d'herbes hautes. Mais à mesure qu'ils grimpaient, les signes d'une activité ancienne se révélaient, de vieilles terrasses de culture, les vestiges d'un système d'irrigation, des arbres fruitiers redevenus sauvages mais toujours porteurs de fruits. Tout en haut, sur un replat dominant la vallée, ils trouvèrent les pierres de fondation dont Matteo se souvenait de son enfance et, un peu plus loin,
exactement comme Ernesto l'avait décrit, les fameuses bornes de pierre marquant les limites du domaine. C'est à nous, souffla Luna, haletante, les yeux brillants d'émotion. Tout ça, c'est à nous. Matteo sortit son téléphone et prit des photos, les pierres, les rigoles, les terrasses, les arbres encore vivants. Chaque image était une preuve, une trace de la continuité d'une famille enracinée depuis des générations. Puis ils découvrirent, dissimulé dans une boîte métallique près d'une borne, un trésor inattendu, une carte dessinée à la main, signée de la fine écriture reconnaissable d'Abuela Rosa et datée de 1952. Sur le papier jauni, les limites de la propriété étaient tracées avec soin. Dans les marges, Rosa avait noté des détails, emplacement des plantations, sources d'eau, projets de construction jamais réalisés. C'est exactement ce qu'il nous fallait, murmura Luna en dépliant précautionneusement la feuille fragile. De retour à la maison, ils réunirent tous les éléments, la carte, les photos, les journaux, les lettres, les témoignages signés. Matteo scanna le tout et envoya le dossier complet à Felicia, employée au bureau du comté. Elle rappela quelques heures plus tard, c'est une documentation solide, confirma-t-elle. Donnez-moi 2 semaines pour traiter l'enregistrement. En attendant, je contacterai le bureau des impôts pour leur expliquer la situation. Ils devraient suspendre la procédure de saisie. Devrait, demanda Matteo, inquiet. Je ne peux rien promettre, mais je ferai tout mon possible. Lorsque l'appel prit fin, Matteo et Luna s'assirent sur le perron, contemplant la colline dorée par la lumière du soir. Le domaine qu'ils pensaient minuscule s'étendait en réalité bien au-delà de leurs espérances. L'héritage qu'ils cherchaient à sauver était plus vaste, plus profond, plus vivant qu'ils ne l'avaient imaginé. Même si on le garde, dit Luna doucement, il faudra encore trouver comment payer les 18 000 $. Un problème à la fois, répondit Matteo. D'abord, on prouve que c'est à nous. Ensuite, on trouvera comment le conserver. Mais l'inquiétude le rongeait. Tant de travail, tant de nuits sans sommeil, tant d'espoir investi dans ces murs. L'idée de tout perdre, alors qu'ils étaient si proches du but, lui serrait la gorge. Cette nuit-là, ni lui ni Luna ne fermèrent l'œil. Le délai de 60 jours avant la saisie s'égrenait dans l'obscurité comme un compte à rebours. Tout ce qu'ils avaient reconstruit à la maison, la paix, leur lien tenait à un fil. La 10e semaine commença dans un mélange de fébrilité et d'attente. Felicia avait soumis le dossier, mais la machine administrative avançait à pas lents. Pendant ce temps, la date butoir approchait, 43 jours restants, puis 42, puis 41. Matteo, refusant de céder à la peur, se remit au travail avec une énergie nouvelle. Si la maison devait être perdue, elle le serait achevée, digne, debout. Il passa ses soirées à peindre les boiseries, réparer les moindres fissures, perfectionner des détails que nul ne verrait peut-être jamais. Luna, elle, gérait la partie administrative. Chaque jour, elle appelait le bureau du comté, cherchait des solutions de financement, refaisait les calculs. Malgré son emploi à distance qui leur assurait un revenu régulier, les chiffres restaient impitoyables, 18 000 $ demeurait une montagne infranchissable. Il nous faut un miracle, soupira-t-elle un soir. Le miracle arriva, sous une autre forme. Au 37e jour, Felicia rappela, bonne nouvelle, annonça-t-elle. Le comté a approuvé l'enregistrement complet. Les 15 acres sont maintenant officiellement à votre nom, dûment évalués et enregistrés. Matteo sentit une vague de soulagement l'envahir. C'est formidable. Oui, et grâce à cette nouvelle valeur, poursuivit Felicia, j'ai pu négocier avec le bureau des impôts. Ils acceptent de prolonger votre délai de 30 jours supplémentaires pour vous permettre de trouver un financement. Vous avez désormais 90 jours au total. 90 jours. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était une chance. Merci pour tout, Felicia, vraiment. Il y a encore une chose, ajouta-t-elle. Avec cette valorisation, vous pourriez être admissible à un prêt pour petite entreprise. Si vous présentez un plan solide, la partie haute du terrain pourrait servir de base à un projet économique. Après l'appel, Matteo rejoignit Luna dans le jardin et lui expliqua tout. Un plan d'affaires, répéta-t-elle, songeuse. En utilisant la colline? Mais pour faire quoi? Ils passèrent la soirée à réfléchir. Un atelier d'artisanat? Une extension pour l'entreprise de réparation de Matteo, qui commençait à attirer des clients. Ou bien louer des parcelles à des agriculteurs? Peut-être construire quelques petites maisons d'hôtes à louer? Chaque idée semblait à la fois prometteuse et risquée. Le lendemain matin, Domingo reparut,
accompagné de Berthaud, le vieux commerçant du village. On a parlé de ta situation, dit Berthaud sans détour. De ce que tu fais ici, de ce que Rosa aurait voulu. Matteo hocha la tête, méfiant mais curieux. Cette ville a besoin de gens comme toi, poursuivit Berthaud. Des travailleurs honnêtes, qui respectent les traditions tout en bâtissant l'avenir. Ton travail de réparation, les gens en parlent. Tu es fiable, compétent. Et si tu rendais ça officiel? Si tu créais ton entreprise, ton propre atelier sur la colline? Matteo hésita. J'y ai pensé, mais il faut du matériel, des licences, une assurance, tout ça coûte cher. Domingo intervint alors, et si la communauté t'aidait? Matteo les regarda, incrédule. Voilà notre idée, dit Berthaud. Tu construis l'atelier, mais pas seulement pour toi. Tu ouvres un vrai centre de restauration et de réparation. Tu formes les jeunes, tu leur transmets ton savoir. Il y a ici des gamins perdus, sans but. Tu pourrais leur apprendre un métier, leur donner une raison de croire en eux. Un programme d'apprentissage, murmura Luna, comprenant aussitôt. Exactement, confirma Domingo. En échange, la communauté t'aide à te lancer, matériaux, main-d'œuvre, soutien. Et toi, tu continues à servir le village prix juste, formation locale, solidarité. Comme le faisait Rosa. Une main tendue, pas seulement une entreprise. Matteo sentit sa gorge se nouer. Je ne sais pas quoi dire. Dis simplement oui, répondit Berthaud avec un sourire. Et allons-y. Alors, tout s'enchaîna. En 2 semaines, le village tout entier se mit en mouvement. Berthaud fournit les matériaux à prix coûtant. Tito donna du bois de son domaine. Ravière, le charpentier, proposa de superviser la construction du nouvel atelier et d'enseigner à Matteo et Luna les techniques les plus sûres. Soldade, la doyenne du village, rassembla un groupe de femmes pour aider à finir l'intérieur de la maison. Un samedi, elles arrivèrent armées de pinceaux, de tissus et de rires. En quelques heures, les pièces encore brutes devinrent lumineuses, pleines de chaleur. Les enfants jouaient dehors, le bruit des marteaux se mêlait à leurs éclats de voix, la maison retrouvait son âme. Ernesto amena son petit-fils, Felipe, un garçon de 16 ans, silencieux et perdu depuis qu'il avait quitté l'école. Il est bon de ses mains, dit Ernesto. Il a juste besoin qu'on lui montre qu'il vaut quelque chose. Matteo le prit sous son aile, lui apprit à mesurer, à scier, à construire avec précision et fierté. Le soir, Felipe montra à son grand-père un angle parfait qu'il avait monté lui-même, un sourire timide éclairant son visage. Luna regardait la scène, émue. Voilà ce qu'on bâtit, dit-elle doucement. Pas seulement un atelier. Un avenir. Pendant que l'atelier prenait forme sur la colline, Luna, avec l'aide de Félicia, rédigea un véritable plan d'entreprise, licence, assurance, prévision financière, programme de formation. Les chiffres, pour une fois, jouaient en leur faveur. Le rêve prenait racine. Le vent sur la colline portait à nouveau le parfum du travail, de la solidarité, de la renaissance. Et quelque part, dans l'écho des marteaux et le chant des enfants, on aurait presque juré entendre la voix de Rosa, souriante, murmurant. Vous avez compris, mes enfants. Vous avez rendu la terre vivante à nouveau. Leur rêve semblait presque inaccessible. Le plan d'affaires qu'ils avaient conçu avec tant d'espoir fut rejeté par 2 banques locales. Trop risqué, disait-elle. Historique de crédit insuffisant. Modèle économique non prouvé. Chaque refus pesait un peu plus sur leurs épaules déjà fatiguées. Mais un 3e établissement, une petite banque communautaire située dans la ville voisine, accepta de les rencontrer. La directrice, une femme d'une 60aine d'années nommée Paulina Mandédé, les reçut dans un bureau simple mais lumineux. Matteo et Luna s'assirent face à elle, le cœur battant, tentant de masquer leur nervosité. Paulina parcourut leur dossier en silence, ses lunettes glissant lentement le long de son nez. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Puis, levant enfin les yeux, elle demanda calmement. « Rosa Herrera était votre grand-mère, n'est-ce pas ?» Matteo hocha la tête. « Oui, madame. » C'était elle. Un léger sourire adoucit le visage de la banquière. « Il y a 40 ans, elle a prêté de l'argent à mon père. $500 de ses propres économies. Il voulait lancer une petite entreprise, mais aucune banque ne croyait en lui. Rosa, elle, n'a pas hésité. Pas de contrat, pas d'intérêt, juste la confiance.
Mon père n'a jamais oublié ce geste. Il lui a tout rendu au centime près, et ce premier succès a changé le cours de sa vie. Matteo sentit sa gorge se serrer. Il n'osait pas parler, de peur de briser le moment. Paulina referma lentement le dossier. Votre plan est solide, dit-elle enfin. Le soutien que vous avez de la communauté est impressionnant. Mais ce n'est pas seulement cela qui me convainc. Je crois en votre intention. Vous ne cherchez pas seulement à bâtir un commerce, vous cherchez à donner un sens, à faire vivre une mémoire. Et ça, c'est rare. Elle sortit alors un document d'un tiroir. Je vous accorde un prêt de 15 000 $. De quoi régler la dette fiscale et lancer votre projet. Les conditions sont raisonnables, 5 ans à faible taux d'intérêt, et vous aurez 3 mois avant le premier versement. Mais, j'ai une condition. Matteo et Luna retinrent leur souffle. Quand quelqu'un, un jour, viendra frapper à votre porte avec le même besoin d'espoir que vous aviez aujourd'hui, souvenez-vous de ce moment. Aidez-le comme Rosa a aidé mon père, comme la communauté vous a aidé. Promettez-moi de transmettre cette bonté. Les yeux embués, Matteo répondit. Je le promets. Nous le promettons. Ils signèrent les papiers cet après-midi-là. En sortant de la banque, les documents serrés contre sa poitrine, Luna s'arrêta sur le trottoir, les yeux tournés vers le ciel. On l'a fait, souffla-t-elle. Oui, répondit Matteo, un sourire timide aux lèvres. Mais on n'était pas seul. C'est ça, le secret, on ne construit rien de grand sans les autres. Elle leva le regard vers les montagnes, là où la vieille maison les attendait, et murmura. Abuela Rosa n'a pas seulement bâti une maison. Elle a bâti un réseau d'âmes reliées par la bienveillance. Une toile de vie et de confiance qui continue de nous porter aujourd'hui. Ce soir-là, ils invitèrent tous ceux qui les avaient aidés à partager un repas. Matteo cuisina les plats de sa grand-mère, poulet et tortillas fraîches, calabacita parfumée, haricots mijotés, et biscochito à la cannelle. La grande table qu'ils avaient restaurée accueillait désormais un tumulte de voix et de rires. Les enfants couraient d'une pièce à l'autre, remplissant la maison d'un souffle nouveau. Domingo, le vieil ami de la famille, leva son verre d'eau et déclara. À Rosa, qui nous a appris que la maison n'est pas un lieu, mais un choix. Le choix de se soutenir les uns les autres. À Rosa, reprit la foule en chœur. Après le dîner, sous un ciel constellé d'étoiles, Berto s'approcha de Matteo. Je t'ai mal jugé, avoua-t-il. Je pensais que tu étais un rêveur de plus, prêt à abandonner dès que la vie se compliquerait. Mais je me suis trompé. Matteo baissa les yeux. J'ai failli l'être. J'ai failli abandonner tant de fois. Et chaque fois, je pensais à elle, à ce qu'elle avait enduré et accompli. Alors je me disais, si elle a pu, pourquoi pas moi? Berto sourit. Voilà ce qu'est un héritage, mon ami. Pas un terrain ni de l'argent. Un exemple à suivre. Elle t'a laissé ça, et maintenant, toi aussi tu le transmets. Quand la dernière voiture disparut dans la nuit, le silence retomba sur la vallée. Matteo et Luna restèrent assis sur le portal, regardant la maison illuminée derrière eux. Sur la colline, la charpente du futur atelier se dressait comme une promesse. Il y a 3 mois, on n'avait rien, murmura Luna. Et maintenant, on a tout ça, répondit Matteo doucement. Comment c'est arrivé? Un jour après l'autre, dit-il. Une personne après l'autre. Une bonté après l'autre. Et on l'a fait ensemble. Ils restèrent là, écoutant le vent du désert et le cri lointain d'un coyote. La maison respirait derrière eux, solide, vivante. Ils avaient sauvé bien plus qu'un toit, ils s'étaient sauvés eux-mêmes. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un ciel d'octobre d'un bleu pur, typique du Nouveau-Mexique. C'était le jour de la grande ouverture. Matteo s'éveilla avant l'aube, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Aujourd'hui, ils allaient montrer à tous ce qu'ils avaient accompli. Dans la cuisine, Luna s'affairait déjà depuis des heures. Le parfum du pozole emplissait la pièce. La grande table de bois, restaurée à la main, attendait les plats et les invités. Les assiettes dépareillées qu'ils avaient chinées dans les friperies donnaient un charme authentique à la présentation. « Tu cuisines depuis 5 heures du matin », remarqua Matteo en riant. « Je n'arrivais pas à dormir », répondit-elle. « Et si personne ne venait ? Tout le monde viendra, assura-t-il. Fais-moi confiance. À 9 heures, tout était prêt, tamal fumant, tortillas chaudes, calabacita au maïs et au piment vert, biscuits à l'anis et à la cannelle.
Les premiers invités arrivèrent à 10 heures. Domingo et Pilar, endimanchés comme pour une messe, portaient un bouquet de fleurs sauvages. Pour la table de Rosa, dit Pilar en les déposant dans un vieux bocal. Elle avait toujours des fleurs, même dans les pires moments. Puis vinrent Berto et sa famille, Javier et ses cousins, Tito avec ses ouvriers de ranch, Soldad et les femmes qui avaient aidé au grand nettoyage. Très vite, la maison se remplit de rires, d'exclamations et du bruit joyeux des enfants courant dans les couloirs. Les visiteurs s'émerveillaient devant les murs restaurés, les planchers remis à neuf, les photos et les lettres exposées. Beaucoup s'arrêtèrent devant le mur de portraits, reconnaissant des visages familiers. Certains pleuraient en lisant les lettres d'Abuela Rosa, témoins d'une vie de lien et de bienveillance. Matteo accueillit Philippe et 3 adolescents du village. Il restait timide, mal à l'aise parmi les adultes. Alors Matteo les mit au travail, servir les plats, guider les invités, raconter les travaux accomplis. Peu à peu, leurs épaules se redressèrent. Ils prirent confiance. C'est ça qu'on construit ici, leur dit Matteo en désignant la colline. Un lieu où vous apprendrez à bâtir de vos mains, à créer quelque chose d'utile. Un lieu où vous deviendrez des hommes capables d'aider les autres. Philippe le regarda, impressionné. Vous le pensez vraiment? Vous allez nous enseigner? Je le promets, répondit Matteo. Dès la semaine prochaine, vous commencerez avec l'atelier. Vous apprendrez en construisant. À midi, la maison débordait d'énergie. Quelqu'un sortit une guitare, et bientôt, les chansons traditionnelles du village s'élevèrent, celles que Rosa fredonnait autrefois en cuisinant. Puis Valeria, l'agente du comté, arriva accompagnée de Paulina et de l'évaluateur des impôts. Ils inspectèrent le travail, méthodique, notant chaque détail. Matteo, nerveux, observait leur visage, cherchant un signe. Dans la cuisine, l'assesseur caressa les poutres fraîchement vernies. « Travail remarquable », dit-il. Mieux que certains entrepreneurs certifiés. C'est Javier qui a supervisé, expliqua Matteo modestement. Faut pas exagérer, lança Javier en riant. C'est toi qui as fait l'essentiel. Moi, j'ai juste veillé à ce que tu ne te tues pas au travail. Paulina, de son côté, étudia le plan d'affaires que Luna avait exposé sur une table, prévision, partenariat, programme d'apprentissage. C'est exactement ce que j'espérais voir, dit-elle. Une restauration qui dépasse les murs. Un projet qui crée de la valeur humaine. Valeria s'approcha avec un dossier. Bonne nouvelle, annonça-t-elle. La dette fiscale est réglée. Les 15 acres sont enregistrés à votre nom. Cette maison est officiellement à vous. Libre et clair, hormis le prêt commercial. Le soulagement fut si intense que Matteo en chancela. Luna posa une main sur son bras pour le soutenir. On l'a fait, murmura-t-elle. Oui, répondit-il, les yeux brillants. On l'a fait. L'assesseur, témoin de leur émotion, se racla la gorge. En 20 ans de métier, j'ai vu beaucoup de restaurations, dit-il d'une voix grave. Mais rares sont celles où l'on a su préserver l'âme du lieu. Beaucoup modernisent à outrance, effacent toute trace du passé. Vous avez fait l'inverse. Vous avez rendu la vie à cette maison sans trahir son histoire. Vous avez gardé son cœur battant. Un tonnerre d'applaudissements suivit ces mots. Dans ce moment suspendu, Matteo comprit que la promesse avait été tenue, la maison n'était plus un vestige, mais un symbole vivant de ce que Rosa avait semé, la preuve que la bonté, transmise de main en main, pouvait reconstruire bien plus que des murs. Elle pouvait réparer les vies. Matteo sentit la chaleur lui monter aux joues. Il n'aimait pas être au centre de l'attention, mais il ne pouvait nier la gratitude qu'il ressentait à cet instant. Berto, la voix forte pour couvrir le brouhaha, leva la main pour obtenir le silence. Je veux dire quelque chose, annonça-t-il. Quand cet homme est entré pour la première fois dans ma boutique, je me suis dit qu'il ne tiendrait pas une semaine. Je pensais qu'il verrait l'état de la maison, comprendrait l'ampleur du travail, et filerait droit vers la ville. Il s'interrompit, planta son regard dans celui de Matteo, et poursuivit d'une voix plus grave. Je me trompais. Je me trompais complètement. Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Ce que j'ai vu ces derniers mois, ce n'est pas seulement de la rénovation, continua-t-il. C'est de la dévotion. C'est de l'amour pour une famille. C'est la persévérance, jour après jour, même quand tout semble perdu, même quand chaque raison logique vous crie d'abandonner. C'est ce que faisait Rosa. C'est ce qui rend cet endroit unique.
pas les murs, mais les gens qui refusent de le laisser s'effondrer. Des applaudissements éclatèrent, plus fort cette fois. Luna se rapprocha de son père, et Matteo passa un bras autour de ses épaules. « Je n'aurais jamais pu faire cela seul, dit-il quand le calme revint. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avions rien. Moins que rien. De la dette, du désespoir, et une maison plus proche des ruines que d'un foyer. » Il marqua une pause, son regard parcourant la foule. « Mais vous, cette communauté, vous nous avez rattrapés. Vous nous avez donné des matériaux, du temps, du savoir-faire. Vous nous avez offert votre foi quand la nôtre s'était éteinte. Vous nous avez rappelé ce que ma grand-mère savait déjà, nous sommes toujours plus forts ensemble que seuls. » Il regarda chaque visage, reconnaissant, profondément ému. Cette maison était le don de ma grand-mère. Mais la faire revivre, c'est votre don à vous. Chaque personne ici a apporté quelque chose. Chaque main, chaque sourire, chaque geste fait partie de cette restauration. Cette maison n'est pas seulement la mienne ni celle de Luna. C'est la nôtre. Celle de tout le village. Un lieu qui continuera à accueillir ceux qui tombent, comme il nous a accueillis. Pilar pleurait à présent ouvertement, et elle n'était pas la seule. Domingo essuya discrètement ses yeux du revers de la main. Luna fit alors un pas en avant, un livre relié de cuir dans les mains. « Nous commençons un livre d'or », annonça TL. Chaque personne qui viendra ici, chaque âme qui fera partie de cette histoire, pourra y écrire quelque chose. Vos souvenirs d'Abuela Rosa, vos pensées sur la maison, vos vœux pour l'avenir. Nous voulons créer une mémoire vivante de ce lieu et de ceux qui l'aiment. Elle posa le livre sur la table de la cuisine, un stylo à côté. Lentement, avec respect, les gens s'avancèrent. Domingo fut le premier à écrire. « Rosa, tu serais fière. Ton petit-fils a ton cœur. Ta maison vit à nouveau. » Les uns après les autres, ils laissèrent leurs traces. Certains écrivirent de longues pages pleines de souvenirs détaillés, d'autres simplement « J'étais ici » ou « Merci ». Les enfants dessinèrent des fleurs, des soleils, des visages souriants. Les adolescents, maladroits mais sincères, laissèrent des mots d'espoir et de renaissance. Felipe écrivit. « Aujourd'hui, j'ai appris que les choses brisées peuvent être réparées. Les maisons, et peut-être les gens aussi. Merci de me l'avoir montré. » L'après-midi s'étira, douce et lumineuse. On partagea les plats, on échangea des histoires, on rit, on se retrouva. Dans la cour, les enfants jouaient au même jeu que Matteo autrefois. Sur le portail, les anciens discutaient du temps, des récoltes, des familles, du passé et de l'avenir. Matteo se tenait dans l'embrasure de la porte, observant ce tableau. C'était pour cela que la maison avait été bâtie, pour abriter la chaleur humaine, pour rassembler. Ce jour-là, ils avaient restauré bien plus que des murs, ils avaient restauré un lien, une raison d'être. Luna le rejoignit, posa la tête contre son épaule. « Regarde ce qu'on a créé, murmura-t-elle. Ce que nous avons créé, rectifia-t-il avec un sourire. Le soleil descendait lentement, teintant le désert d'or et d'ambre. Les invités commencèrent à partir, promettant de revenir, proposant leur aide pour la construction de l'atelier, invitant Matteo et Luna à leur table. Le fil invisible que Rosa avait tissé des décennies plus tôt se renforçait, s'étendait vers les générations futures. Quand le dernier visiteur s'en alla et que la nuit enveloppa la maison, Matteo et Luna restèrent debout au centre du salon. Autour d'eux, les restes d'une journée inoubliable, le livre d'or couvert de messages, les plats vides, les chaises déplacées, et ce désordre joyeux qui respirait la vie. « On devrait ranger, » dit Luna sans conviction. « Demain, » répondit Matteo. « Ce soir, contentons-nous de savourer tout ça. » Ils s'assirent à la table de cuisine. La même où Abuela Rosa avait nourri des générations, où des lettres avaient été écrites, des recettes inventées, des décisions prises. Ils restèrent silencieux, laissant la maison respirer autour d'eux, sentant le poids doux de ce qu'ils avaient accompli. La maison était sauvée. La communauté, plus forte. L'avenir, de nouveau possible. Un peu plus tard, alors que la nuit se faisait plus profonde, quelques invités restés tardivement partageaient encore un verre sur le portail. Paulina, la directrice de la banque, rejoignit Matteo avec une enveloppe à la main. « Je voulais te remettre ceci en personne, » dit-elle. « Le prêt est officiellement approuvé et finalisé. Tu as déjà versé ton premier paiement en réglant la dette fiscale. Les autres conditions restent les mêmes. » Elle lui tendit le dossier.
Mais j'y ai ajouté quelque chose, une lettre de recommandation pour ton entreprise. Tu en auras besoin pour les licences, les assurances, et pour grandir. Considère-la comme mon investissement dans ce que tu bâtis ici. La gorge de Matteo se serra. Tu n'étais pas obligé. Je sais, répondit Paulina en souriant. Mais Rosa n'était pas obligée non plus d'aider mon père, il y a 40 ans. C'est ainsi que les bonnes choses continuent de circuler. À l'intérieur, Félicia montrait à Luna comment accéder aux ressources du comté pour les petites entreprises. Il existe des subventions pour les projets communautaires, expliqua-t-elle. Votre programme d'apprentissage pourrait y être éligible. Ce ne sera pas énorme, mais chaque aide compte au début. Berthaud arriva avec une carte de visite. Mon neveu a une agence d'assurance à Santa Fe. Dis-lui que je t'envoie, il te fera un tarif honnête. Il regarda autour de lui, les yeux brillants de souvenirs. Tu sais, j'ai eu une dispute avec Rosa, il y a 30 ans. Une bêtise, je ne me souviens même plus de quoi. On ne s'est pas parlé pendant 6 mois. Puis ma femme est tombée malade. On n'avait pas les moyens pour l'opération. Rosa a frappé à ma porte avec un chèque. Elle a dit que c'était un prêt, sans intérêt. Tu me rendras ça quand tu pourras, a-t-elle ajouté. Il marqua une pause. J'ai voulu refuser. On n'était même plus en bons termes. Elle m'a répondu, l'amitié ne s'arrête pas à l'orgueil. La famille ne s'éteint pas dans le silence. Ces mots ont tout changé pour moi. Il posa une main sur l'épaule de Matteo. Tu as son cœur. Continue de le faire battre. Lorsque la soirée toucha à sa fin, il ne resta plus qu'un petit groupe, Domingo, Pilar, Javier, Soledad et quelques autres. Ceux qui avaient été là dès le début. Quelqu'un proposa de mettre un peu de musique, et Javier sortit une guitare de son camion. Les chansons commencèrent doucement, empreintes de nostalgie, parlant d'amour, de perte, de voyage et de retour au foyer. Les voix s'unirent, portées par une harmonie naturelle née de longues années de vie partagée. Luna disparut un instant, puis revint avec son carnet. J'aimerais lire quelque chose, dit-elle d'une voix timide. Le silence se fit aussitôt. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle ouvrit le carnet à une page marquée. J'ai écrit ceci la semaine dernière, en pensant à tout ce que nous avons traversé. Je voudrais le partager maintenant, avec vous. Elle inspira profondément et commença. Il y a 3 mois, je ne savais plus qui j'étais ni où j'allais. Je vivais sans vivre, je flottais. Quand mon père m'a amené ici, dans cette maison brisée, j'étais en colère. Je croyais qu'il m'entraînait vers le fond. Mais j'ai compris que parfois, ce qui ressemble à une chute est en réalité un atterrissage. Cette maison nous a rattrapés. Vous nous avez rattrapés. Et en étant rattrapés, nous avons réappris à nous tenir debout. Ma grand-mère a bâti plus que des murs. Elle a bâti un modèle de vie, celui de la générosité, de la persévérance, et de la foi que demain peut être meilleur si l'on s'y consacre de tout son cœur. Je suis reconnaissante d'avoir appris cela ici. Reconnaissante d'avoir contribué à restaurer non seulement cette maison, mais aussi une part de moi-même. Plusieurs pleuraient maintenant. Matteo sentit ses propres yeux s'embuer. Sa fille, si réservée, avait trouvé ici sa voix, sa force, son ancrage. Pilar la prit dans ses bras. Ta grand-mère serait si fière, murmura-t-elle. Quand la nuit fut bien avancée, Domingo proposa une dernière chose. Une photo, tous ensemble, devant la maison. Pour se souvenir de ce moment. Ils se rassemblèrent sur le portail, les adultes derrière, les enfants devant. Fatigués, heureux, rassasiés. Luna installa son téléphone sur un trépied de fortune, lança le minuteur et rejoignit le groupe juste à temps. Le flash illumina leurs visages, jeunes et vieux, famille et amis, tous liés désormais par cette aventure. Quand le calme revint et que les derniers au revoir furent échangés, Matteo et Luna restèrent seuls dans la maison silencieuse. La vaisselle attendait, les chaises étaient en désordre, le livre d'or ouvert sur la table témoignait de la vie qui avait repris ici. On devrait prendre notre propre photo, dit Luna doucement. Comme celle d'Abuela Rosa, debout devant la maison. Matteo acquiesça. Le sourire tremblant, il alluma la lanterne près de la porte. Ensemble, ils se tinrent là, père et fille, sous la lumière dorée, dans cette maison qui battait de nouveau, pleine d'histoire, de rire, et d'avenir. Dans la nuit calme du désert, ils sortirent ensemble. Luna prit son téléphone et le posa sur le rebord de la fenêtre, exactement là où, des décennies plus tôt,
une vieille photographie avait été prise. On devrait se tenir au même endroit, dit-elle. Continuez la tradition. Le minuteur clignota. Père et fille se tinrent côte à côte, la maison dressée derrière eux comme une gardienne silencieuse. Le flash éclata, capturant leurs visages fatigués, leurs vêtements tachés de peinture, leur sourire encore fragile, mais debout, toujours debout. Quand Luna vérifia l'image, elle sourit. Parfaite, dit-elle. On l'ajoutera au mur demain. Le passé et le présent se mêlaient, tissant une continuité invisible. Ils rentrèrent, laissant le ménage pour le matin. À la table de la cuisine, ils ouvrirent une dernière fois le livre d'or. Les messages remplissaient les pages, des remerciements, des souvenirs, des bénédictions. Le dernier, écrit d'une main tremblante, disait simplement. Une maison n'est pas sauvée par ses murs, mais par l'amour qui la remplit. Celle-ci déborde. Rosa serait heureuse. Matteo referma doucement le livre. Elle le serait, murmura-t-il. Luna regarda autour d'elle, la table polie à neuf, les photos accrochées, les lettres encadrées, la couverture d'Abuela Rosa jetée sur le canapé, les petites croix de bois au-dessus des portes. Chaque objet racontait une histoire, chaque détail témoignait d'un amour transmis. Ce n'est plus seulement sa maison, dit-elle. C'est la nôtre. Celle de tous ceux qui ont aidé à la sauver. Matteo hocha la tête. Un héritage. Voilà ce que nous construisons. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui viendront après. Dehors, la nuit enveloppait le désert. Le vent glissait entre les buissons de sauge. Les coyotes hurlaient au loin. Dedans, la maison respirait à nouveau. Ses vieilles charpentes vibraient de chaleur et de sens. Ils l'avaient sauvée. Et, ce faisant, ils s'étaient sauvés eux-mêmes. Le travail n'était pas fini, il ne le serait jamais vraiment. Mais ils étaient prêts à affronter la suite. Ensemble. Ils éteignirent les lumières et gagnèrent leur chambre. Demain apporterait son lot de défis, de travail, d'espoir. Mais cette nuit-là, ils pouvaient dormir apaisés, ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient ramené une maison à la ville et, en même temps, ramené la leur. 3 mois plus tard, la première neige de l'hiver poudrait les collines. Matteo se tenait sur le porche, une tasse de café brûlante entre les mains. Le froid piquait ses joues, mais la lumière pâle du matin transformait le désert en un royaume de cristal. Derrière lui, la maison ronronnait doucement. Le chauffage, enfin réparé, répandait une chaleur véritable. À l'intérieur, Luna travaillait déjà à son bureau. Son nouvel emploi à distance lui apportait un revenu stable, et elle suivait des cours en ligne au collège communautaire. Gestion d'entreprise, elle voulait apprendre à faire grandir leur projet, à le rendre durable. Ses journées avaient trouvé un rythme apaisant. Travailler jusqu'à midi, aider à l'atelier l'après-midi, cuisiner ou écrire le soir. Dans son journal, elle racontait leur évolution, les progrès, les rêves. L'atelier, bâti sur la colline, était désormais terminé. Un espace solide, baigné de lumière, bien ventilé. Les outils étaient suspendus avec soin, les établis impeccables. 3 jours par semaine, Felipe et 4 adolescents du village y venaient apprendre. Ils fabriquaient des meubles simples au début, mais leurs gestes s'affinaient. Leur création gagnait en beauté et en précision. Matteo leur enseignait plus que des techniques. Il leur transmettait une philosophie. Mesure 2 fois avant de couper. Respecte ton matériau. Sois fier d'un travail bien fait. Et fais toujours les choses correctement, même quand personne ne te regarde. La petite entreprise grandissait lentement, mais sûrement. La rumeur circulait, des meubles solides, des prix justes, un artisan honnête. Matteo tenait ses promesses. Les appels arrivaient désormais des villages voisins. Il devait refuser certains projets, mais il notait chaque nom sur une liste d'attente. Un matin, Domingo apparut sur la route, sa canne plantée dans la poussière. C'était devenu un rituel, un café partagé sur le porche, des discussions sur la météo, les nouvelles du village, les souvenirs. Froid ce matin, observa Domingo. Le premier vrai froid de la saison, répondit Matteo. Ils restèrent un moment silencieux, à regarder le soleil grimper. Puis Domingo reprit. Pilar et moi, on pensait à Thanksgiving. On voudrait le fêter ici, comme du temps de Rosa. Elle cuisinait pour 30 ou 40 personnes. On aimerait faire revivre ça, si tu veux bien. Matteo sentit un élan d'émotion lui gonfler la poitrine.
Ce serait un honneur. Bien, fit Domingo en souriant. Pilar prépare déjà le menu. Je te préviens, elle va te réquisitionner ta cuisine pendant 3 jours. Qu'elle la prenne, répondit Matteo en riant. Luna sortit alors, emmitouflée dans un pull, sa tasse à la main. Bonjour, Domingo. Bonjour, Mija. Je parlais à ton père du repas de Thanksgiving. J'ai entendu, dit-elle. C'est une idée parfaite. La maison en a besoin, de monde, de rire, de vie. Domingo hésita, puis ajouta d'un ton grave. Tu te souviens de Soledad? Son fils, Roré, a perdu son travail à Albuquerque. Il risque de perdre son logement aussi. Il a 2 enfants. Matteo comprit tout de suite. La maison a de la place, dit-il simplement. Juste pour quelques mois, précisa Domingo. Le temps qu'il se relève. Autant qu'il faudra, répondit Matteo. C'est pour ça que cette maison existe. C'est ce qu'elle a toujours représenté. Luna acquiesça. On l'aidera. Peut-être qu'il pourra travailler à l'atelier. Quand Domingo partit, elle se tourna vers son père. Tu es sûr? Oui, dit Matteo sans hésiter. Cette maison nous a sauvés. C'est à notre tour de la laisser sauver d'autres. Quelques jours plus tard, il fit enfin la visite qu'il repoussait depuis des semaines. Le petit cimetière au bord du village abritait 3 générations de sa famille, dont sa grand-mère. Il apporta les dernières fleurs du jardin, avant que le gel ne les emporte. Devant la pierre simple où était gravé Rosa Maria Herrera 1932-2019. Mère, grand-mère, ami bien-aimé. Matteo s'agenouilla. On l'a fait, Abuela, murmura-t-il. On a sauvé la maison. Elle vit à nouveau. Pleine de gens, de chaleur, de but. Luna, tu l'adorerais. Elle a ton cœur, ta force. Le nouvel atelier enseigne aux jeunes, comme tu m'as appris. On transmet, comme tu l'as voulu. Il inspira profondément. Quand je suis revenu ici, j'étais perdu. Brisé d'une manière que je ne comprenais pas. Mais la maison, elle m'a rattrapé, comme tu savais qu'elle le ferait. Tout ton amour, tes journaux, tes lettres, ton courage, tout était encore là, caché dans les murs. Tu m'as laissé plus qu'une maison, Abuela. Tu m'as laissé une carte pour retrouver ma vie. Merci. Il resta longtemps ainsi, le sol froid sous ses genoux, le soleil d'hiver lui caressant le dos. Il pensa à sa mère, enterrée un peu plus loin, et à Carmen, dont les cendres reposaient dans les montagnes qu'elle aimait. 3 générations de femmes qu'il avait façonnées, chacune à sa manière. Toutes vivaient encore dans la maison, dans le travail, dans chaque geste de bonté qu'il essayait de perpétuer. Avant de partir, il sortit son téléphone. Sur l'écran, la photo de l'inauguration du printemps, tous ces visages, toute cette vie devant la maison qu'Abuela Rosa avait construite. Puis une autre photo, celle de lui et Luna, debout là où Rosa se tenait en 1960. Le fil du temps s'y déroulait clairement, passé, présent, avenir. Relié. Ce soir-là, Luna préparait le dîner, suivant l'une des vieilles recettes d'Abuela. Matteo, lui, dessinait des plans d'agrandissement pour l'atelier, plus d'espace, plus d'apprentis, un vrai campus d'artisans. Papa, appela Luna depuis la cuisine. Tu peux venir? Il la trouva debout devant la cuisinière, une cuillère en bois à la main, l'air un peu nerveux. Tout va bien? Oui, enfin, j'ai quelque chose à te dire. Matteo sentit une tension dans sa poitrine. Je t'écoute. Je parle à quelqu'un, dit-elle rapidement. Un garçon du collège communautaire. On s'est rencontrés en ligne, il habite à 2 villes d'ici. On se voit depuis quelques semaines. C'est nouveau, je ne sais pas encore ce que ça deviendra, mais je voulais que tu saches. Et surtout, que même si ça devient sérieux, je ne pars pas. Ici, c'est ma maison. Avec toi. Avec cette maison. Matteo s'approcha et la serra contre lui. Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue. Même après toutes mes crises quand on est arrivé ici? Surtout à cause de ça, répondit-il en souriant. Tu aurais pu fuir. Mais tu es resté. Tu as combattu. Tu as bâti quelque chose de beau. C'est ça, le vrai courage. Ils se mirent à table. Le bois poli reflétait la lumière des bougies. Cette table avait vu tant de repas, tant de rires et de larmes.
Demain, Roré et ses enfants arriveraient, apportant avec eux un nouveau souffle, de nouveaux débuts. La maison se remplirait encore une fois de vie. C'était pour cela qu'elle existait. Pas seulement pour abriter des corps, mais pour abriter des cœurs. Pas seulement pour offrir des murs, mais pour offrir de l'espoir. La neige commença à tomber, fine et silencieuse. Dedans, la maison brillait de chaleur. La cheminée ronflait doucement. Luna leva son verre d'eau. À Abuela Rosa, dit-elle. Pour avoir construit quelque chose qui dure. À Abuela Rosa, répéta Matteo. Et à tous ceux qui continuent à en faire battre le cœur. Ils mangèrent ensemble dans cette maison qui avait vu naître, tomber, renaître tant de vie. Cette maison qui avait essuyé des larmes et entendu des rires. Cette maison qui s'était effondrée, puis relevée. Cette maison qui les avait accueillis quand tout semblait perdu. Ce qu'ils avaient créé n'était pas une simple restauration. C'était un cœur vivant, battant, solide. Et il continuerait de battre longtemps après eux. Abritant quiconque aurait besoin d'un refuge. Rappelant à tous que les choses brisées peuvent être réparées. Si quelqu'un, quelque part, choisit d'aimer assez pour le faire. Dehors, la neige tombait encore, douce et lente. Dedans, le feu brûlait chaud. Et entre les deux mondes celui du passé, du présent et de l'avenir. La maison se dressait, témoin et promesse. Un mot la résumait tout entière. Accueil.